Le message du 20 décembre était clair, cette année, il n'y aura que la famille immédiate de mon fils. J'ai répondu, passez un merveilleux moment, et j'ai réservé 2 billets en première classe pour Paris pour ma grand-mère et moi. Lorsqu'ils ont fait un appel vidéo le soir de Noël, grand-maman n'a fait que siroter son champagne et utiliser R. Le document de fiducie familiale a illuminé leur télévision, montrant le nouveau fiduciaire. Je m'appelle Léa Martin et j'ai 33 ans. Le 20 décembre, à 18h17 précise, mon téléphone a vibré contre le comptoir froid en quartz de mon îlot de cuisine. Je n'avais pas besoin de regarder. Cette vibration particulière et minuscule, je ne l'avais attribuée qu'à une seule personne, ma mère. Je regardais la pluie de Seattle, une bruine implacable qui brouillait les lumières de la ville en une aquarelle de gris et de bleu. Mon appartement, situé aux 2/3 d'un immeuble qui promettait une vue imprenable sur le détroit, était silencieux. J'avais construit ma vie autour de ce genre de silence, maîtrisé, stérile et intentionnel. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai pris le téléphone. Le texto était court, efficace, voire tranchant. Noël cette année. Nous invitons seulement la famille de ton frère, sa femme et ses enfants. Je l'ai lu 2 fois, analysant le choix des mots, seulement, une séparation chirurgicale. La famille immédiate de mon fils, avait-elle écrit, et non pas, celle de ton frère. Une subtile rétrogradation linguistique. Il était le fils, j'étais le corollaire. Sa famille, avec ses 2,5 enfants et sa nouvelle belle famille impressionnante, un médecin et un avocat, comme on me l'avait rappelé chaque semaine, était immédiate. Moi, sa fille, j'étais apparemment devenu élargi. Je suis resté là pendant 1 minute entière, le téléphone lourd dans ma main. La pluie crépitait contre la vitre. J'ai senti la compression sourde et familière dans ma poitrine. Ce n'était pas la piqûre vive et chaude de la trahison. C'était pour les femmes plus jeunes, pour les gens qui avaient encore de l'espoir. C'était autre chose, la douleur chronique et discrète d'un fait confirmé, la lassitude d'une leçon de 33 ans qui refusait de se terminer. Mes pouces ont bougé avec une précision acquise. J'ai tapé 4 mots, passé un merveilleux moment. Pas de ponctuation, pas de question, pas de colère. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas fait remarquer que moi aussi, j'étais de la famille immédiate. Je ne lui ai pas rappelé que j'étais son enfant. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est devenu bleu. Remis. J'ai placé le téléphone face contre le comptoir et je suis retourné à la fenêtre, regardant les faits glisser à travers l'eau sombre en contrebas. Je n'allais pas pleurer. J'avais débogué des conditions de concurrence multitraite dans ces plus qui étaient plus éprouvantes émotionnellement. Il ne s'agissait que d'une erreur logique, d'un mauvais pointeur, d'une erreur de segmentation dans le code familial. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. Une sonnerie différente, une cloche chaude au son analogique, Evelyne. Je l'ai laissé sonner 3 fois, un petit rituel pour composer ma voix, pour enlever la glace. Salut, grand-maman. Léa, ma chérie, j'étais justement en train de sortir le plat du four. Est-ce que je te dérange en plein travail ? Sa voix était comme du vieux papier, mince mais texturée, et la seule source de chaleur simple dans ma vie. Non, je termine. Qu'est-ce qui mijote ? Du pain d'épices, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire noir avec la mélasse supplémentaire, comme tu l'aimes. Eh bien, je t'appelais pour te demander ce que tu comptais apporter le 25. Ta mère est vague sur le menu, et je veux m'assurer que nous ne nous retrouvions pas avec 3 sortes de cassoulets d'haricots verts. Voilà, la question désinvolte et innocente qui est tombée comme un marteau sur un os fracturé. Ma mère ne lui avait pas dit. Bien sûr que non. Evelyne était ma grand-mère, mais elle était sa belle-mère, un problème logistique pour la grande performance. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Tu sais, grand-maman, je n'y ai même pas pensé. J'ai été tellement plongé dans un nouveau projet. Parle-moi du pain d'épices. As-tu utilisé le gingembre confit que je t'ai envoyé ? Je l'ai gardé en ligne pendant 10 minutes. J'ai orienté la conversation, lui posant des questions sur ses voisins, son arthrite, le livre qu'elle lisait. Je l'ai fait rire, un son sec et craquant que j'adorais. J'ai brossé un tableau vague d'une fête à laquelle je n'assisterais pas, un fantôme à un festin qui m'était interdit. Je l'ai fait pour la protéger de la cruauté désinvolte de sa propre fille. J'ai promis de la rappeler demain. J'ai raccroché, et le silence de l'appartement est revenu en force, plus lourd cette fois. C'était le vide. Ce n'était plus douloureux,
pas vraiment, c'était juste familier. C'était l'épuisement d'une vie passée à la périphérie, 33 ans passés à être la personne tranquille, intense et difficile. Alors que mon frère, avec son sourire facile et ses trophées de football, absorbait toute la lumière, j'étais celle qui ne correspondait pas au récit. Mes succès étaient bizarres, ringards et peu photogéniques, ses échecs étaient romancés comme « se retrouver ». Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, élégant et noir sur le bureau. Je l'ai ouvert. L'écran a illuminé mon visage, ma vraie vie, mon calendrier, Sentinel ArcLab. Un bloc rouge demain matin, appel de confidentialité modalité de séquestre de la propriété intellectuelle du projet SCY. J'ai pensé aux conditions, aux clauses que j'avais personnellement rédigées, cachées au plus profond du contrat d'acquisition, au coupe-circuit de propriété intellectuelle lié à un compte séquestre auquel seul Maya, Darius et moi, mes 2 cofondateurs, pouvions accéder. La chose qui a rendu possible la vente de 290 millions de dollars, la chose qui a garanti à nos employés 20% du paiement avant que les capital risqueurs ne voient un sou, la chose qui avait fait que 3 des principaux associés d'un grand cabinet d'avocats de San Francisco me regardent, moi, une femme de 33 ans en simple pull noir, avec un mélange terrifiant de respect et de peur. Mon père avait insisté pour que j'utilise son conseiller financier après la vente. Il s'occupe de tous nos placements, Léa, il est très bon. J'avais accepté le rendez-vous, j'avais écouté l'homme me parler avec condescendance des fonds communs de placement, puis j'avais discrètement transféré toute ma valeur nette dans une fiducie aveugle gérée par une femme à Zurich dont ma famille n'avait jamais entendu parler. J'ai cliqué sur le calendrier et, par un instinct morbide et autopunitif, j'ai ouvert les médias sociaux, une conversation de groupe familial privé, celle dans laquelle j'étais clairement encore présente par oubli administratif. Ma belle-sœur l'avocate avait publié une photo, des échantillons de tissu, essayant de décider de la décoration de table pour le soir de Noël. Lequel est le plus classique pour les parents du médecin? Mon oncle a répondu, tant qu'il y a assez de bourbon, ils vont adorer. J'ai hâte de montrer à notre nouvelle belle famille un vrai Noël en famille. Un vrai Noël en famille. J'ai regardé les échantillons de couleur bordeaux et or ostentatoire, soignés, un décor de théâtre pour une pièce dans laquelle je n'avais pas été choisi. Ils ne se contentaient pas de passer un bon moment, ils impressionnaient un public. Et moi, avec mon intensité tranquille et mon absence de mari photogénique et de haut statut, j'étais mauvaise pour l'image de marque. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran s'est éteint, et mon reflet m'a regardé, pâle, fatigué. Mais mes yeux étaient clairs. Ce n'est pas ma faute, ai-je murmuré à mon reflet. Ce n'était pas une affirmation, c'était un diagnostic. C'est leur choix, un choix fait, sans doute, lors d'une réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité, un choix de privilégier l'esthétique d'une fête à l'inclusion de leur propre sang. Je ne me battrai pas contre ça. Je ne m'en dirai pas une place à une table qui n'a jamais vraiment été dressée pour moi. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau sous une pile de revues de sécurité non lues. Il y avait un dossier. Je l'ai sorti, un itinéraire de vol rédigé il y a 6 semaines, jamais validé, un siège de Seattle à New York, JFK, 2 sièges aller-retour en première classe pour grand-maman Evelyne. Elle avait mentionné en passant il y a des mois qu'elle avait toujours voulu voir les roquettes à Noël, qu'elle avait vu un reportage à ce sujet dans les années 1950, mais qu'elle n'avait jamais eu les moyens de le faire. J'avais trouvé les meilleures places, réservé une suite au Saint-Régis avec vue sur le parc, organisé une voiture privée, puis, une semaine avant le voyage prévu, sa hanche s'était enflammée. « Oh, la prochaine fois, ma chérie », avait-elle dit, sa voix faible de déception. « C'est trop. Ne gaspille pas l'argent. » L'itinéraire était là, le fantôme d'une gentillesse, un chèque non encaissé. Mon téléphone professionnel, un appareil renforcé et crypté, a vibré sur le bureau, un numéro différent. Je l'ai pris. M. Jensen, bonsoir, Léa Martin. La voix à l'autre bout du fil était graveleuse, professionnelle. Madame Martin, ravi de vous entendre. Tout est calme ici. Je confirme juste la vérification des systèmes. Le chauffage radiant est-il opérationnel dans le pavillon principal? Oui, madame. Je l'ai mis en marche hier, comme vous l'aviez prévu. Le service de déneigement est en attente pour la route principale, et le garde-manger est approvisionné selon votre liste. Et les générateurs, le carburant rempli à ras-bord, testé ce matin. Vous êtes prête si vous décidez de venir. Merci, monsieur Jensen. Je vous tiendrai au courant. J'ai raccroché. Le ranch, 600 acres dans Paradise Valley, au Montana,
acheté pour 6,2 millions de dollars en espèces par l'intermédiaire d'une société écran, une forteresse de pain et de verre et de silence, alimentée par ses propres systèmes avec une ligne de fibre optique à haut débit que j'avais payée pour qu'elle remonte la montagne sur 32 km, un endroit dont ma famille ignorait l'existence, un endroit où j'allais quand le bruit de leurs attentes devenait trop fort. J'ai regardé du téléphone crypté à l'itinéraire non validé pour New York. J'ai regardé la conversation de groupe familial qui brillait encore sur mon ordinateur portable, le texto de ma mère, l'exclusion, la performance, le billet inutilisé pour Evelyne, et une nouvelle pensée, froide et claire et tranchante comme un diamant, s'est cristallisée dans mon esprit. Si je ne suis pas invité à leur Noël, j'organiserai le mien. Pas au Montana, pas à New York. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je n'ai pas ouvert de site de voyage, j'ai ouvert l'application dédiée de la compagnie aérienne, celle de son statut de niveau le plus élevé, accessible uniquement sur invitation, Seattle à Paris, CDG, départ le 22 décembre, retour ouvert, 2 passagers, cabine première classe. L'écran affichait le prix. C'était un chiffre qui aurait rendu mon père, qui vérifiait encore le prix de l'essence 3 fois avant de faire le plein, physiquement malade. Je n'ai pas sourcillé. Mon pouce a appuyé sur confirmer l'achat. L'écran s'est actualisé, vos billets sont confirmés. Nous sommes impatients de vous accueillir à bord. J'ai pris mon téléphone personnel. J'ai ouvert un nouveau texto à Evelyne. Mes pouces ont flotté un instant, puis ont tapé, grand-maman, j'ai une idée. J'ai fait une pause, un petit sourire fin touchant mes lèvres pour la première fois de la journée. C'est un peu fou. Paris. J'ai appuyé sur envoyer. La pluie tombait toujours, mais le gris dans l'appartement était différent maintenant. Ce n'était plus la couleur d'une vieille blessure, c'était la couleur d'une page blanche. Le message à Evelyne flottait dans l'air numérique. Paris, je l'avais envoyé, et je ne pouvais pas le reprendre. La décision était prise, les racines de celle-ci, je l'ai réalisée, n'ont pas été plantées ce soir dans mon appartement de Seattle. Elles étaient profondes, m'ancrant dans le sol sec et poussiéreux de Spokane, dans l'État de Washington, où j'ai grandi. Ma maison d'enfance n'était pas un mauvais endroit, pas comme les gens écrivent des livres à ce sujet. C'était confortable, c'était sûr. C'était juste un endroit où les projecteurs avaient une cible prédéterminée, et cette cible n'était jamais moi. Mon frère aîné, Marc, était le fils, j'étais une lune lointaine, en orbite vague. Il avait de larges épaules, était charismatique et photogénique. Il jouait au football. Dans notre région de l'Amérique, c'était une monnaie d'échange. La maison était un sanctuaire pour ses réalisations. Des trophées bordaient le manteau de la cheminée des hommes en plastique lourd et plaqués or figés dans une raideur perpétuelle. Des ballons de match avec des scores écrits au marqueur argenté étaient posés dans le bureau. Son maillot encadré était accroché dans le couloir. Ce sont des succès tangibles, ils sont bruyants. Les gens les comprennent. Mes succès sont calmes, ils se produisent à l'intérieur d'une machine en ligne de texte lumineuse. En 2e année de lycée, j'ai passé 3 mois entiers à écrire un algorithme prédictif pour un concours d'informatique au niveau de l'État. Il analysait les schémas de circulation pour optimiser les temps de réponse des véhicules d'urgence. Quand j'ai commencé, je savais à peine ce que je faisais. Quand j'ai terminé, j'avais créé quelque chose qui fonctionnait. J'ai remporté la première place. Je suis rentré chez moi en voiture, serrant la plaque de bois laminé. Elle semblait incroyablement légère comparée au trophée de Marc. Je suis entré dans la cuisine où ma mère et la petite amie de Marc, Sarah, regardaient un magazine. Maman, ai-je dit, ma voix trop forte, j'ai gagné le concours d'État. Ma mère a levé les yeux, ses yeux encore vitreux à cause du magazine. Oh, c'est bien, Léa, a-t-elle souri, un étirement rapide et automatique des lèvres. C'est très bien. Le sourire a disparu. Elle s'est retournée vers Sarah, tapotant la page glacée. Maintenant, Sarah, nous devons absolument nous décider pour le tissu de ta robe de bal. Penses-tu que le bleu pervenche soit exagéré? Nous devons tenir compte de l'éclairage de la salle de bal. Je suis resté là un instant, tenant la plaque le bleu pervenche. C'était très important. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis la plaque dans le tiroir de mon bureau et je l'ai fermée. Quand le moment est venu d'aller à l'université, Marc est allé à Washington State, assez près pour les visites de fin de semaine et les fêtes d'avant-match. J'ai postulé au programme le plus éloigné et le meilleur auquel je pouvais être admise, la sécurité de l'information à Cal Poly en Californie. J'ai obtenu une bourse, mais elle ne couvrait pas tout. Pendant les 4 années où j'y suis resté,
ma famille n'est jamais venue me rendre visite, ni pour le week-end des parents, ni pour voir mon dortoir, ni pour m'aider à emménager ou à déménager. Le vol est tellement cher, Léa, disait mon père, tu sais à quel point nous sommes occupés avec la saison de Marc. Je savais. J'ai appris à faire 2 valises, à vendre mes meubles sur Craigslist à la fin de chaque printemps et à prendre l'avion seul pour rentrer chez moi afin de payer mes livres et les certifications que ma bourse ne couvrait pas. J'ai trouvé un emploi dans un magasin AT&T dans le centre commercial. C'était un travail terrible. Je vendais des cartes SIM et des étuis de téléphone à des personnes en colère, mais j'étais bonne dans ce domaine. J'étais bonne dans l'aspect technique, pour résoudre les problèmes que les autres représentants ne pouvaient pas résoudre. Un mois, ils ont mis ma photo sur une affiche près de l'entrée, employé du mois, Léa Martin. C'était ringard, une affiche plastifiée clouée sur un panneau de liège. Je portais l'horrible polo bleu, et mon sourire était maladroit, mais j'étais fier. Je l'avais mérité 30 heures par semaine en plus d'une charge de cours d'ingénierie complète. J'en ai pris une photo et je l'ai envoyée à la conversation de groupe familial. Mon frère a renvoyé un emoji de pouce levé. Ma mère n'a pas répondu. Le texto de mon père est arrivé 1 heure plus tard, un message privé, ne te montre pas, Léa. Ce n'est pas convenable. L'humilité est importante. J'ai regardé le texte, puis j'ai regardé l'affiche, puis j'ai pensé au trophée sur la cheminée, là-bas, à la maison. Je ne comprenais pas les règles. Ces victoires étaient destinées à la consommation publique, les miennes étaient de la vantardise. J'ai cessé d'envoyer des photos. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas accepté l'offre d'emploi d'un entrepreneur de la défense. J'avais une idée. C'était une idée petite, ambitieuse, un filtre anti-spam léger et heuristique pour les clients de messagerie d'entreprise. Je l'ai appelé Sentry. J'ai construit un prototype dans mon minuscule appartement de San Luis Obispo. Lorsque j'ai annoncé à mes parents que je démarrais une entreprise, leur réaction a été un soupir. Léa, la stabilité est si importante, a dit ma mère, sa voix empreinte de cette déception familière hélas. Ton frère a un si bon emploi stable à la banque. Il a un 401K. Ce truc d'ordinateur, c'est un pari. Ne préférerais-tu pas simplement être à l'aise? Je ne veux pas être à l'aise, ai-je répondu. Eh bien, tu vas apprendre, a dit mon père, comme si j'étais un enfant qui touchait une cuisinière chaude. Ils avaient raison sur un point, c'était un pari, et j'ai perdu. La première start-up a épuisé mon petit financement de démarrage en 18 mois. Mon cofondateur, un ami de la fac, a pris un vrai emploi après 6 mois. J'ai tenu bon. J'ai essayé de coder, de commercialiser et de vendre en même temps. Cela m'a brisé. L'entreprise a fait faillite, me laissant avec rien d'autre qu'une LLC sans valeur et $35 000 de dette de carte de crédit que j'avais utilisée pour payer l'espace serveur. Je suis retourné à Washington, mais je n'ai pas pu me résoudre à aller à Spokane. J'ai atterri à Tacoma dans une minuscule pièce que j'avais trouvée sur Craigslist. Elle faisait à peine 10 mètres carrés avec une seule fenêtre qui donnait sur un mur de briques humides et couvert de mousse. Je pouvais toucher les 2 murs si j'étendais les bras. J'ai trouvé un emploi de support informatique en freelance, déboguant les sites web cassés d'autres personnes pour $50 pièce juste pour effectuer les paiements minimums sur mes cartes. J'avais 26 ans. J'étais une fondatrice ratée, j'étais une honte. J'ai dit à mes parents que l'entreprise était en train de pivoter et que j'étais consultante. Ils se sont contentés d'acquiescer, leur visage affichant un masque de « je te l'avais bien dit », et ont changé de sujet pour parler des fiançailles de Marc. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait cru en Sentry, ma grand-mère, Evelyne. Lorsque j'ai eu ma première version bêta, elle a été la seule de ma famille à avoir demandé à l'essayer. Elle avait un ancien ordinateur portable poussif, qui fonctionnait toujours avec une version non prise en charge de Windows. J'ai passé 3 heures au téléphone avec elle, la guidant à travers l'installation, écoutant sa description des icônes sur son écran. Elle était l'ensemble de ma base d'utilisateurs. Lorsque l'entreprise a échoué, je ne lui ai rien dit, mais elle le savait. Les grands-mères savent toujours. Je me suis rendu en voiture à sa petite maison à Spokane un week-end, une enfant prodige ratée cherchant un sanctuaire. Je ne suis même pas allé chez mes parents. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage pâle et les cernes sous mes yeux, et s'est contentée d'acquiescer. Elle n'a pas dit « je suis désolé » ou « que s'est-il passé ?» Elle a dit « tu as l'air maigre. Je vais faire du cacao. » Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, celle recouverte d'une nappe en vinyle délavé.
Elle a poussé une tasse de chocolat chaud foncé et riche vers moi. C'était la bonne sorte, celle que je venais de lui envoyer, faite avec du chocolat râpé, pas en poudre. Elle s'est assise, ses mains enroulées autour de sa propre tasse. Alors, a-t-elle dit, ça n'a pas marché. Non, ai-je murmuré, en fixant la tasse. C'était un échec complet. J'ai tout perdu. Papa avait raison. Evelyne a reniflé, un son sec et méprisant. L'échec est le prix d'entrée de l'ambition, Léa. J'ai levé les yeux. C'est le prix que tu paies juste pour entrer, a-t-elle dit, ses yeux vifs et clairs. La plupart des gens, ils restent dehors. Ils ont peur de payer. Ils se contentent de regarder à travers la fenêtre, et ils passent toute leur vie à se demander ce que c'est là-dedans. Tu as payé, ma chérie, tu es à l'intérieur. N'ose pas quitter la file maintenant. Cette phrase était la tige d'acier qu'ils avaient oublié de mettre dans ma colonne vertébrale. J'ai bu le cacao. Je suis retourné à Tacoma en voiture. J'ai commencé à travailler. Ma famille, pendant ce temps, a redoublé d'efforts pour réaliser ses propres ambitions. Leur ambition était la normalité. C'était le Noël parfait, traditionnel et convenable. C'était leur performance annuelle. Marc était la star, sa femme, Sarah, était l'actrice de soutien, et moi, j'étais l'équipe technique. J'ai appris mon rôle. J'ai appris à arriver en volant le 24, à sourire et à me rendre utile. C'est moi qui lavais le bon cristal à la main. C'est moi qui prenais les manteaux. C'est moi qui écoutais les histoires ennuyeuses de mon oncle, en hochant la tête avec un intérêt affecté. Je me suis faite petite, discrète et serviable. J'ai appris à me fondre dans le décor, à devenir le papier peint de couleur neutre sur lequel leur fête pouvait briller. Mais pendant que je lavais leur vaisselle, je construisais ma forteresse. J'ai gardé ma minuscule pièce humide à Tacoma. Je travaillais aux emplois informatiques pendant la journée. La nuit, j'apprenais par moi-même. Je n'ai pas étudié le développement d'applications, je suis allé plus loin. J'ai téléchargé des machines virtuelles. J'ai étudié l'ingénierie inverse. J'ai appris la réponse aux incidents. J'ai décomposé les logiciels malveillants, octet par octet, pour voir comment ils fonctionnaient. J'ai appris comment les pirates informatiques pensaient, comment ils se déplaçaient dans un système, comment ils cassaient les choses. Je ne dormais pas, j'apprenais, tout simplement. Aux rares occasions où ma famille me posait des questions sur mon travail informatique, c'était uniquement pour me jauger. Tu gagnes bien ta vie maintenant, Léa, me demandait mon père. Est-ce autant que la prime de Marc? Je me contentais de sourire et de dire, je suis à l'aise, papa. J'ai appris une leçon très importante pendant ces années. L'amour, j'ai découvert, n'a pas d'indicateur clé de performance. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas le gagner en étant bon, intelligent ou en réussissant. Soit il est donné, soit il ne l'est pas. Mais le respect, c'est différent. Le respect est une transaction. Et parfois, la seule façon de le gagner est de prouver sans équivoque que vous n'en avez pas besoin. Ma valeur, j'ai appris, n'était pas dans ma présence, elle était dans mon absence. Elle était dans mon silence. J'ai regardé le texto que je venais d'envoyer à Evelyne, Paris. Je ne lui offrais pas seulement un voyage, j'encaissais mes jetons. J'en avais fini de payer le prix d'entrée. J'étais sur le point d'acheter le club. Sentinel Arc Lab n'est pas né dans un incubateur de start-up avec des murs de tableaux blancs et du kombucha au robinet. Il est né dans un garage loué à Tacoma, le genre avec une porte métallique qui cliquait et un sol en béton si froid qu'il s'infiltre à travers les semelles de vos chaussures. Cette fois, je n'étais pas seul. J'avais tiré les leçons de Sentry. On ne peut pas construire une forteresse tout seul. J'avais Maya, et j'avais Darius. Maya était le droit. Elle avait renoncé à un partenariat junior dans un cabinet de Seattle, affirmant qu'elle était fatiguée de défendre les dragons et qu'elle voulait construire le château. Elle était vive, précise et voyait les contrats comme je voyais le code, comme un système d'instruction qui pouvait être exploité ou fortifié. Darius était la recherche et le développement. C'était un homme calme et brillant qui avait passé 5 ans dans la défense du réseau. Il ne se contentait pas de comprendre les systèmes, il les ressentait. Il pouvait repérer un mauvais acteur au rythme de ses requêtes de paquets. J'étais l'architecte, celle qui construisait le moteur et établissait la stratégie. Notre produit est né de mon séjour dans l'obscurité. Nous l'avons appelé la boîte noire.
Les entreprises se développaient plus vite qu'elles ne pouvaient se sécuriser, poussant le code une douzaine de fois par jour dans leur pipeline CI/CD. Elles laissaient les portes numériques grandes ouvertes, clés API divulguées, informations d'identification non sécurisées dans les référentiels de code public, comportements anormaux dans leur chaîne de construction. Nous avons construit un outil qui agissait comme un enregistreur de vol pour l'ensemble de leur processus de développement. Il ne se contentait pas de rechercher les vulnérabilités connues, il apprenait le comportement unique de leur système. Il créait une base de référence de la normale, et à l'instant même, la microseconde même, où un développeur ou un processus agissait anormalement, la boîte noire le signalait, l'isolait et donnait l'alerte. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Nous avions une poignée de clients de petites entreprises, des bêta-testeurs qui nous payaient des centimes. L'argent était inexistant. Mes économies provenant des emplois de support informatique se sont évaporées, puis mes économies personnelles. J'ai vendu ma voiture, une vieille berline, contre de l'argent et j'ai commencé à prendre le bus. Mon régime alimentaire est devenu une rotation de paquets de ramen, ce qui coûte 20 centimes pièce. Le doute était un poids physique. Je m'asseyais dans ce garage froid, les doigts engourdis, en pensant aux 400 incastables de mon frère. Puis l'appel est arrivé. Il était 2h45 du matin un mardi, une entreprise de logistique de taille moyenne, l'un de nos plus gros clients, ce qui signifiait qu'ils ne nous payaient presque rien. Ils étaient en feu, pas une simple violation, mais un assaut à grande échelle. Un attaquant sophistiqué était à l'intérieur de leur système, se déplaçant latéralement vers leur manifeste d'expédition et leur passerelle de paiement. Leurs ciseaux étaient paniqués. « Nous sommes dans le noir », a-t-il crié au téléphone. « Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas l'arrêter, et il crypte tout. » Darius était déjà sur un clavier. « Il est bon », a murmuré Darius, les yeux scannant les journaux. Il n'utilise pas de script, il réfléchit. Maya était au téléphone avec leur équipe juridique, obtenant une autorisation d'urgence. Je me suis contenté de coder. J'ai trouvé le point d'entrée, une information d'identification de développeur compromise, comme le prévoyait notre thèse, mais l'attaquant était déjà passé, utilisant un exploit de type 0-day, que nous n'avions jamais vu. Nous ne pouvions pas le chasser, alors nous avons construit une boîte autour de lui. Pendant 72 heures, nous n'avons pas dormi, tous les trois, dans ce garage, alimenté par du café de station-service. Nous avons manuellement redirigé l'ensemble de leur réseau, segment par segment, à travers notre prototype de boîte noire. Nous n'avons pas seulement regardé l'attaquant, nous l'avons profilé. Nous avons appris ses habitudes. Nous avons anticipé son prochain mouvement et avons cloisonné cette partie du système quelques secondes avant son arrivée. Nous avons maintenu l'entreprise en activité. Nous avons tenu la ligne. Le 3e jour, l'attaquant, réalisant qu'il était piégé dans un labyrinthe de notre fabrication, a simplement abandonné et s'est déconnecté. Le système était propre. Une semaine plus tard, le directeur de la sécurité de l'information de l'entreprise de logistique s'est rendu à Tacoma en avion. C'était un homme grand portant un costume coûteux. Il s'est tenu dans notre garage, a regardé le câblage exposé, les tasses de ramen vides et nous trois qui ressemblions à des survivants d'un accident d'avion. Il n'a pas dit « merci ». Il s'est contenté de pointer notre prototype. C'était une preuve de concept. Je signe un contrat. Le contrat de la première année était de 1,2 million de dollars. Nous avons quitté le garage pour emménager dans un vrai bureau, un petit espace avec un vrai chauffage. Nous avons embauché nos 3 premiers ingénieurs. La première chose que j'ai faite avant même d'encaisser le chèque a été d'emmener Maya dans une pièce. Je veux structurer le tableau de capitalisation, ai-je dit, mais je veux quelque chose de non standard. Quoi, a-t-elle demandé. Si jamais nous sommes acquis, je veux que les employés soient payés en premier, pas nous, pas les investisseurs, les employés. Maya a haussé un sourcil. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Léa. Fais en sorte que ça marche, ai-je dit. 20% de toute vente au sommet vont dans une fiducie de main-d'œuvre gérée par les employés. Action prioritaire, blindée. Elle a souri. Je vais rédiger ça. Nous avons grandi. Nous avons construit un pot de miel, un faux système conçu pour attirer les attaquants. 6 mois plus tard, l'un d'eux a mordu à l'hameçon. Ce n'était pas un gamin de script, c'était un groupe sophistiqué. Darius a capturé la signature. C'est nouveau, a-t-il dit, sa voix calme avec une sorte d'excitation terrifiante. Il nous teste. Cette nuit-là,
Darius a fait de la rétro-ingénierie sur leur logiciel malveillant. J'ai écrit le correctif pour le neutraliser, et Maya a passé la nuit à rédiger une plainte juridique détaillée, comprenant une analyse forensique du vecteur d'attaque, qu'elle a remise aux fournisseurs d'hébergement du groupe et à la division de la cybercriminalité du FBI avant le lever du soleil. Nous n'étions plus seulement un produit, nous étions une opération de sécurité. La deuxième année, les fonds d'infrastructure ont commencé à nous appeler. Ils ont vu notre liste de clients. Ils ont vu notre bilan de défense. Nous avons pris une série A. La négociation a été brutale. Ils voulaient le contrôle. Ils voulaient que la propriété intellectuelle de base soit transférée à leur société de portefeuille. Je me suis souvenu de mon premier échec, ma première entreprise. Non, ai-je dit dans la grande salle de conférence en verre. Maya est intervenue. Ce que nous pouvons offrir, a-t-elle dit, c'est un compromis. Le compromis était l'annexe 14, une clause que j'avais écrite moi-même. Elle stipulait que la propriété intellectuelle de base, l'algorithme de la boîte noire, serait détenue dans un dépôt fiduciaire tiers. Elle ne pouvait être ni transférée, ni vendue, ni modifiée sans un vote unanime des fondateurs. Cela me donnait effectivement un droit de veto. Ils ont hésité. Nous avons menacé de partir. Ils ont signé. Avec ma part de ce financement, j'ai fait quelque chose que ma famille ne comprendrait jamais. Je n'ai pas acheté de Tesla, je n'ai pas acheté de condo au bord de l'eau. J'ai créé une nouvelle fiducie aveugle, et par son intermédiaire, j'ai discrètement acheté 240 hectares de terrain dans Paradise Valley, dans le Montana, pour 6,2 millions de dollars. C'était un ranch avec un simple lodge, son propre puits, de l'énergie solaire et une génératrice. C'était ma forteresse, un endroit où je pouvais disparaître. Mon nom ne figurait sur aucun acte. Ma famille pensait que j'étais toujours juste une consultante qui gagnait bien sa vie. La 4e année, nous avons obtenu la certification FedRAMP modérée. Ce fut un processus épuisant et coûteux, mais il a ouvert la porte. Nous pouvions maintenant vendre au gouvernement des États-Unis. L'offre d'acquisition est arrivée 6 mois plus tard, venant d'un titan de la technologie, de ceux qui achètent tout. Ils nous ont fait venir sur leur campus. Nous étions assis dans une salle qui valait probablement plus que toute notre série A. Leur principal négociateur a commencé l'offre. Maya a juste souri. Avant de discuter du prix, a-t-elle dit, je veux m'assurer que vous avez tous eu l'occasion de lire l'annexe 14 de notre accord d'investissement. La couleur a quitté le visage du négociateur. Il ne l'avait pas lu. L'accord final a été signé 3 semaines plus tard, pour 290 millions de dollars. Le premier virement bancaire du compte d'acquisition n'était pas destiné aux investisseurs. Il était de 58 millions de dollars, soit 20%, directement transféré au fonds fiduciaire des employés de Sentinel Arc. Cela a fait de nos premiers ingénieurs, de notre responsable de bureau, de notre équipe de vente, tous millionnaires. J'ai démissionné du conseil d'administration le jour de la clôture de l'accord. Je n'ai conservé qu'un seul rôle, un poste de conseiller rémunéré. J'avais mon ranch. J'avais ma sortie. J'avais ma liberté. Et j'avais tout fait depuis Londres. Pendant que ma famille se disputait pour savoir qui apporterait le meilleur vin pour impressionner la belle famille, le message texte, passer un merveilleux moment, était toujours marqué comme livré. Il n'avait pas été lu. Ma mère, je le savais, le laissait en suspens. Elle me laissait en suspens. Elle attendait l'inévitable suivi, le pourquoi, les sentiments blessés. L'appel où je serais émotive et elle serait logique et apaisante, expliquant la logistique sociale difficile de la période des fêtes. Je lui ai refusé cette opportunité. J'ai continué ma soirée. J'ai préparé une tasse de thé. J'ai lu 3 notes techniques sur de nouvelles vulnérabilités de chiffrement. Je n'ai plus vérifié mon téléphone. Le message de suivi est arrivé comme je savais qu'il le ferait. Le lendemain matin, c'était une frappe préventive stratégique conçue pour gérer ma réaction. Léa, j'espère que tu comprends. C'est juste que ce serait moins gênant pour Marc d'accueillir tout le monde avec sa nouvelle belle famille, le médecin et l'avocat. C'est beaucoup de pression sur Sarah. Nous voulions leur faciliter la tâche. Moins gênant. J'ai regardé les mots. Je n'étais pas de la famille. J'étais une variable gênante, une logistique sociale trop compliquée à résoudre. Je pouvais travailler avec ça. Ce n'était pas un appel émotionnel. C'était une décision commerciale. Et je comprenais les affaires. J'ai ouvert mon ordinateur portable.
Ma tante, celle qui organisait toujours l'arbre généalogique sur un lecteur cloud partagé, était notoirement mauvaise en matière de sécurité numérique. Je l'avais aidé à configurer son compte il y a des années. J'avais encore les identifiants de récupération. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour accéder au lecteur familial partagé. Il était là, un dossier intitulé Noël 2023. À l'intérieur d'un document, liste des invités finales. J'ai cliqué dessus. C'était une feuille de calcul, une liste de noms, mes tantes, mes oncles, mes cousins, et là, près du sommet, il y avait mon nom, Léa Martin. Et à côté, en rouge, en texte barré, il y avait un commentaire de ma mère, daté d'il y a 3 jours, discuté en réunion de famille, sera géré. Une réunion de famille, à laquelle je n'avais pas été invité, une réunion où j'étais un point à l'ordre du jour à gérer. Je n'étais pas une personne. J'étais un problème. J'ai fermé le document. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas laissé d'empreinte numérique. Je me suis déconnecté. J'ai ressenti un étrange calme froid. Le dernier morceau de brouillard, l'espoir enfantin persistant que tout cela n'était qu'une erreur, s'est évaporé. C'était une exécution planifiée et ratifiée par un comité. Je n'ai pas répondu au message de ma mère. Au lieu de cela, j'ai fait un autre type de recherche. J'ai trouvé le complexe où mon frère et ma belle-sœur organisaient l'événement. C'était un endroit exclusif et tape à accent Graveleuil dans les montagnes, du genre avec un service de voiturier pour les skis. J'ai trouvé le forfait événement qu'ils avaient probablement réservé. J'ai extrait une image satellite haute résolution du lodge principal depuis un serveur public. J'ai regardé la terrasse tentaculaire, l'immense foyer extérieur, les terrains parfaitement entretenus. Bien, ai-je dit à la pièce vide, mais pas pour moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Evelyne. Son message était simple, ta mère m'a raconté le plan. Si tu es triste, tu viens ici. J'ai ce pain d'épices noires. J'ai regardé le message et la glace autour de mon cœur s'est fissurée un peu. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas trouvé d'excuse à ma mère. Elle a juste offert un sanctuaire. Elle a offert du gâteau. J'ai répondu, mes doigts bougeant rapidement maintenant. Mamie, j'ai un plan. Ce n'est pas du gâteau. C'est mieux. Comment va ta hanche? Sa réponse a été presque instantanée. Vieille, mais elle voyage toujours. Qu'est-ce que tu manigances, ma fille? Je t'appelle dans 1 heure, ai-je écrit. Fais tes valises. Alors l'opération a commencé. Je n'étais plus Léa Martin, la fille exclue. J'étais Léa Martin, l'architecte. Mon objectif n'était pas d'organiser un meilleur Noël. Mon objectif était de créer un souvenir si profond, si parfait, que l'affront de ma famille deviendrait ce qu'il était vraiment, insignifiant. D'abord, le lieu. J'ai ouvert le navigateur. Hôtel de Crillon, Paris. J'y avais séjourné une fois pour une réunion d'affaires. Ce n'était pas seulement un hôtel. C'était une déclaration. Il surplombait la place de la Concorde. J'ai réservé la suite Bernstein, une chambre d'angle avec des balcons et une vue sur la tour Eiffel. J'ai payé avec la carte de ma fiducie privée, celle dont le conseiller financier de ma famille ignorait l'existence. Ensuite, l'événement principal, la veille de Noël. Pendant qu'ils géreraient la gêne de leur nouvelle belle famille, je gérerais un autre type de détail. J'ai appelé directement le concierge de l'hôtel. J'ai besoin d'une salle à manger privée pour le soir du 24 pour 2 personnes. Oui, juste 2. Je veux la meilleure vue sur la place, et je veux des fleurs, des pivoines, si vous pouvez en trouver en hiver, ce sont ses préférés. J'ai confirmé la réservation. J'ai sélectionné le menu, un réveillon français classique, et j'ai payé à l'avance. Ensuite, le souvenir. Ma grand-mère n'était pas matérialiste. C'était une femme d'histoire, de moments. Je devais honorer cela. J'ai embauché une petite équipe de tournage parisienne discrète, une équipe de 2 personnes que j'ai trouvées par le biais d'une société de production de films d'art et d'essai. Je leur ai envoyé un email avec des instructions claires, ce n'est pas une vidéo d'influenceur. C'est un hommage. Vous devez être invisible. Vous devez capturer l'histoire d'une femme de 80 ans qui voit Paris pour la première fois. C'est pour elle. C'est pour la mémoire. J'ai creusé plus profondément. Je me suis souvenu d'une histoire qu'elle m'avait racontée à propos d'une carte postale qu'elle avait sur son miroir depuis 40 ans. C'était une peinture du musée d'Orsay,
une peinture spécifique, une œuvre impressionniste mineure, mais c'était celle qu'elle aimait. J'ai contacté le bureau de conservation du musée. J'ai expliqué la situation. J'ai fait un don important à leur fonds d'éducation artistique. En retour, ils ont accepté une visite privée après les heures d'ouverture pour Madame Evelyne le 23. Ils ouvriraient la galerie qu'elle aimait juste pour elle. Pas de foule, juste elle et la peinture. Le plan était solide, mais il avait besoin d'une touche personnelle. Je suis allé dans mon placard, chercher une housse à vêtements au fond. À l'intérieur se trouvait le vieux manteau de ma grand-mère, un beau manteau classique en laine des années 1960. Elle me l'avait donné, mais il était trop petit. Je l'avais gardé, avec l'intention de le faire restaurer. Je l'ai apporté au meilleur tailleur de Seattle. J'ai besoin que ce manteau soit doublé, ai-je dit. Et j'ai besoin qu'une étiquette personnalisée soit cousue à l'intérieur, au niveau du cœur. Le tailleur m'a regardé. Que doit dire l'étiquette? Evelyne Delaney, passage à l'heure bleue, ai-je acquiescé, avec un petit sourire entendu. Ce sera prêt. Il y avait 2 derniers problèmes pratiques. Premièrement, le confort d'Evelyne. Mon appartement à Seattle était ma forteresse, mais ce n'était pas un foyer pour elle. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une seule clé de haute sécurité, la clé du pantouse que j'avais acheté, celui qui se trouvait 2 étages au-dessus du mien, que je gardais vide, comme une maison d'hôte et un endroit tranquille pour réfléchir. C'était sa voie d'évacuation, un endroit dans la ville où elle pouvait aller à tout moment, sans poser de questions, si elle avait besoin de s'éloigner du bruit de la famille. J'ai mis la boîte dans mon sac. Deuxièmement, la communication. Je ne voulais pas que ma grand-mère patauge avec des forfaits téléphoniques internationaux. Je suis allé au magasin et j'ai acheté 2 nouveaux smartphones haut de gamme. J'ai passé 1 heure à les configurer. J'ai configuré le mien avec mes identifiants. Pour le sien, j'ai simplifié l'interface. J'ai supprimé toutes les applications, sauf les photos, la météo et un seul grand bouton sur l'écran d'accueil, une photo de mon visage. Une seule touche, lui dirai-je. C'est tout ce que tu as à faire pour m'appeler n'importe où dans le monde. J'ai activé un forfait d'itinérance mondiale illimité sur les 2 appareils. Mon dernier acte de préparation a été un email. J'ai compilé tout l'itinéraire, vol, hôtel, heure de visite, réservation de dîner. J'ai joint ses informations médicales et sa pharmacie préférée. Je l'ai envoyé à son médecin traitant à Spokane. Objet, autorisation médicale pour un voyage international. Delaney. J'ai exposé le plan, le minimum de marche requis, le confort et les soins que j'avais organisés. Je lui ai demandé de confirmer ses ordonnances et de l'autoriser à voyager. Je me suis penché en arrière. Mon calendrier était complet. Mes finances étaient déployées. Ma logistique était verrouillée. J'ai pensé à la réunion de famille. Le texte barré en rouge sur mon nom, le texte sur la gêne. Je n'enverrai pas un seul message de colère. Je ne ferai pas un seul appel téléphonique. Je ne me disputerai pas, ne me défendrai pas et ne demanderai pas d'excuses. Je créerai simplement un souvenir si éclatant et si beau qu'ils projetteraient leur Noël mesquin et organisé dans une ombre permanente. Mon silence serait plus fort que n'importe quel argument que je pourrais jamais avancer. J'ai conduit jusqu'à Spokane dans une berline noire louée, du genre qui se fond dans la masse. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je suis allé directement chez Evelyne. Elle attendait sur le porche, portant son vieux manteau de laine et tenant un petit sac à main en tapisserie avec un fermoir en laiton usé. C'était le même sac qu'elle avait emporté à ma remise de diplôme du lycée. « Tu es en retard, ma fille, a-t-elle dit, les yeux pétillants. Je sais, mamie. La circulation. Il n'y a pas de circulation à Spokane, a-t-elle reniflé. Mais elle m'a laissé prendre son bras et la conduire à la voiture. L'aéroport international de Seattle-Tacoma, le 22 décembre, était une constellation frénétique de lumière et de stress. Les gens couraient avec des sacs surchargés, criaient sur les enfants, le visage crispé par l'anxiété des voyages de vacances. Nous avons contourné tout cela. J'ai guidé Evelyne vers l'enregistrement dédié de première classe. Il n'y avait pas de file d'attente. Une femme en uniforme impeccable nous a souri. Bonsoir. Où volons-nous ce soir? Paris, ai-je dit, en plaçant nos passeports sur le comptoir. La femme a regardé nos billets, puis Evelyne, qui se tenait là, agrippant son vieux sac à main.
Le sourire professionnel de la femme s'est adouci et est devenu quelque chose d'authentique. Madame, a-t-elle dit à Evelyne. Le salon se trouve juste après la sécurité. Laissez-moi vous trouver un accompagnement en fauteuil roulant pour que vous n'ayez pas à marcher. Oh, je peux marcher, a commencé Evelyne. J'insiste, a dit la femme gentiment. Cela fait partie du service. Dans l'avion, la nacelle était plus grande que mon premier appartement à Tacoma. Evelyne a passé sa main sur la coque lisse et incurvée. Une hôtesse de l'air est apparue instantanément, offrant du champagne. Evelyne, qui ne buvait habituellement qu'un petit sherry à Noël, a pris le verre. Elle s'est installée dans le siège, qui se dépliait déjà en un lit entièrement plat. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus la cloison vers moi, son visage exprimant un mélange de crainte et de profonde suspicion. « Léa, es-tu sûre de ça ? » C'est trop. Combien ça a coûté ? Je me suis penché à travers l'allée. Mamie, peu importe ce que ça a coûté. Ce n'est que de l'argent. Je t'emmène juste à l'endroit dont tu as toujours rêvé, l'endroit que tu avais sur cette carte postale. Ses yeux se sont embués juste une seconde. Le monnaie, a-t-elle murmuré. Elle a pris une gorgée de champagne. Bon, d'accord alors. Nous avons atterri à Charles de Gaulle à l'aube. L'air était froid et vif. Lorsque nous sommes sortis de la file d'attente des douanes privées, un homme en costume sombre attendait. Il ne tenait pas un panneau générique Martin. Il tenait un panneau en bois poli, élégamment lettré, Madame Evelyne. Evelyne l'a vu et a mis sa main sur sa poitrine. Elle n'avait jamais été Madame Evelyne de toute sa vie. Elle avait été Evie, ou Madame Delaney, ou Maman, ou Mamie. L'homme s'est légèrement incliné, a pris son petit sac et nous a conduits à une Mercedes noire. Le concierge de l'hôtel, le hall de marbre sentait légèrement les lys et la cire à l'ancienne. Ils ne nous ont pas demandé d'attendre à un comptoir. Le directeur nous a accueillis à la porte. Mademoiselle Martin, Madame Delaney, bienvenue. Votre suite est prête. Nous avons pris un ascenseur aux parois de velours. Il a ouvert les portes doubles de la suite Bernstein, et la première chose que nous avons vue, c'était la lumière. Une douce lumière matinale parisienne inondait la pièce à travers 3 ensembles de portes-fenêtres, et au-delà, la vue, la place de la Concorde s'étendant en contrebas, l'obélisque, les fontaines, et au loin, encadrée à la perfection entre 2 bâtiments, la tour Eiffel. Evelyne a marché comme en transe, dépassant les pivoines que j'avais commandées et qui trônaient sur la cheminée en marbre. Elle a dépassé le salon, le lit king size. Elle est allée directement au balcon central, a ouvert les portes et est sortie. La ville s'éveillait. Le bruit de la circulation était un lointain bourdonnement civilisé. Elle a posé ses mains usées sur la balustrade de pierre froide. Elle s'est contentée de regarder. Elle n'a rien dit pendant un long moment, puis a poussé un seul soupir satisfait. Eh bien, a-t-elle dit à la ville. Finalement, cet après-midi-là, après qu'elle eut fait une sieste sur des draps qu'elle prétendait faits de nuages, nous avons marché. J'ai laissé Evelyne donner le rythme. Nous sommes descendus jusqu'au fleuve et avons traversé lentement le pont Alexandre III. Le pont était absurdement orné, avec toutes ses statues dorées et ses lampes sinistres. Elle s'est arrêtée au milieu, s'appuyant sur la rambarde pour contempler la scène. Tu sais, a-t-elle dit, sans me regarder, quand j'avais 22 ans, je travaillais dans une boulangerie à Spokane. Je me levais tous les matins à 4 heures. J'économisais chaque pourboire, absolument chaque pourboire. J'avais un bocal, et j'y avais mis une photo de cette ville. Elle a ri, un petit rire sec. Je voulais venir ici. J'ai économisé pendant 2 ans. J'avais presque assez pour le billet de bateau. Pas d'avion, un bateau. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé. Oh, a-t-elle dit, en agitant la main, la vie. Le père de ton grand-père est tombé malade. La ferme avait besoin d'aide. L'argent est parti dans un moteur de tracteur. Et comme ça, c'était fini. On n'a pas de seconde chance à 22 ans. J'ai pris son bras. Parfois, on en a juste une à 80 ans. Je l'ai emmené faire du shopping, pas dans les grands magasins phares intimidants des Champs-Élysées. Je l'ai emmené dans une petite boutique tranquille du Marais. Je savais que la propriétaire, une femme chic dans la soixantaine, avait vu Evelyne et avait immédiatement compris. Elle n'a pas essayé de lui vendre quelque chose de branché. Elle a sorti une robe simple et magnifique en laine grise douce et un châle en cachemire assorti. Evelyne l'a essayé. C'était parfait,
sauf que l'épaule était un peu raide. La propriétaire a appelé un tailleur qui travaillait à l'arrière. Il a jeté un coup d'œil, a hoché la tête et est revenu dans les 10 minutes. La couture sur l'épaule a été parfaitement ajustée, reposant chaleureusement sur sa silhouette. Evelyne s'est regardée dans le miroir. Elle n'avait pas l'air d'une touriste. Elle avait l'air d'être chez elle. Ce soir-là, le 23, était réservé au musée. Les salles principales du musée d'Orsay étaient sombres et silencieuses. Un seul conservateur nous a accueillis à une entrée latérale. Nous avons marché sur le sol de verre, nos pas résonnant dans la vaste gare vide. Il nous a conduits à la galerie impressionniste. Elle était bouclée, mais il a décroché la corde de velours pour nous. « Je vous en prie, » a-t-il dit, « prenez votre temps. » Evelyne l'a trouvé instantanément, la carte postale, le tableau qu'elle regardait depuis 40 ans. C'était un simple Monet, un paysage paisible, pas l'un de ses plus célèbres. Elle s'est approchée, plus près que n'importe quel gardien ne l'aurait normalement permis. Elle s'est contentée de le contempler, la tête penchée. Le caméraman que j'avais engagé, un jeune homme qui ressemblait plus à un étudiant, était à 6 mètres, sa caméra basse. Il ne filmait pas Evelyne. Il filmait le tableau, puis effectuait un lent panoramique sur son visage, capturant le reflet de la toile dans ses yeux. Elle a tendu la main, son doigt tremblant, et a effleuré le bord du lourd cadre doré. Une seule larme a tracé une ligne sur sa joue. Elle n'était pas triste. C'étaient les larmes d'une dette payée. Plus tard, nous avons dîné, non pas au grand hôtel, mais dans un minuscule bistrot dans une rue latérale, du genre avec des nappes à carreaux et un propriétaire bourru mais sympathique. Nous avons mangé du coq au vin et bu un vin rouge simple et robuste. Lorsque le propriétaire a entendu notre histoire, qu'il s'agissait de la toute première nuit d'Evelyne à Paris, la veille de Noël, il a apporté 2 petits verres de Calvados, l'eau-de-vie de pomme, offert par la maison. « À Noël, madame », a-t-il dit, en levant son propre verre derrière le bar. À Paris. Alors que nous étions assises là, Evelyne riant, le visage rougeoyant à cause du vin et de la chaleur, j'ai sorti le nouveau téléphone. J'ai ouvert l'appareil photo. J'ai pris une courte vidéo. Elle ne durait que 30 secondes, juste elle levant son verre, les lumières du bistrot scintillant derrière elle. J'ai regardé le clip. C'était parfait. C'était la vérité. J'ai ouvert mon application de messagerie. Je suis allé à la conversation de groupe familial, celle remplie de discussions sur les arrangements de table et les beaux-frères médecins. J'ai joint la vidéo. J'ai réfléchi longuement à la légende. J'aurais pu ne rien dire. J'aurais pu dire « Joyeux Noël de Paris ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tapé une seule phrase, à la seule qui a cru en moi avant que je ne croie en moi-même. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Il a fallu moins de 5 minutes. Mon téléphone, celui dans ma poche, a commencé à vibrer, pas une fois. Il a commencé à pulser, un bourdonnement incessant et frénétique, messages, textos, appels manqués. Je les ai ignorés. « Qu'est-ce que tout ça, ma chérie ?» a demandé Evelyne, terminant son brandy. J'ai sorti le téléphone. L'écran de verrouillage était une cascade de notifications, ma mère, mon père, mon frère, mes tantes. « Où es-tu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as emmené grand-maman à Paris. Appelle-moi tout de suite. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? » Ma cousine, celle qui vivait sur les médias sociaux, avait fait une capture d'écran de la vidéo et l'avait publiée sur sa story Instagram publique. L'allumette avait été craquée. Le feu se propageait. J'ai regardé le chaos sur mon écran. Puis j'ai regardé Evelyne, qui faisait signe pour qu'on apporte l'addition. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. « Ce n'est rien, grand-maman », ai-je dit. « C'est juste le travail. » Je lui ai montré le bouton d'appel direct que j'avais créé pour elle. « Voici ton nouveau téléphone. Si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à appuyer sur mon visage. » Elle a regardé le téléphone, puis mon appareil bourdonnant et frénétique. « Il s'ennuie, Léa ?» a-t-elle dit, en enfilant son nouveau manteau, celui avec l'étiquette cachée. « Ils n'ont rien de mieux à faire. » Paix l'homme. Nous avons un programme à respecter. Le retour à l'hôtel s'est fait dans le calme. La chaleur du bistrot s'est estompée, remplacée par l'air vif et froid de la nuit parisienne. Le bras d'Evelyne était passé dans le mien. Elle n'a pas posé de questions sur le téléphone, et je n'ai pas offert d'explications. À l'intérieur de la suite,
la lumière douce et la vue sur la ville illuminée ressemblaient à un sanctuaire, mais le téléphone sur la table était une grenade clignotante. Je me suis assise sur le canapé. Evelyne est allée au balcon, regardant la ville. C'est beau la nuit, a-t-elle dit, sa voix calme. Toutes ces lumières. J'ai pris le téléphone, 22 appels manqués, 47 messages textes. J'ai ouvert le premier, celui de ma mère, tu dois m'appeler immédiatement. Ce n'est pas drôle. Léa. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a décroché avant la fin de la première sonnerie. Qu'est-ce que tu crois faire? Sa voix n'était pas inquiète. Elle était aiguë, froide et vibrante de rage. Bonsoir, maman. Je rentre juste à l'hôtel. Ne me dis pas, bonsoir. Tu as emmené ta grand-mère hors du pays sans en parler à personne. Fais-tu ça juste pour m'ennuyer? Pour nous donner mauvaise image? J'ai regardé Evelyne, qui observait toujours paisiblement la circulation autour de l'obélisque. Je me suis retourné et j'ai baissé la voix. Je suis avec la personne qui m'a invité. Maman, tu as été très claire sur ta liste d'invités. J'ai juste fait d'autres plans. Toi, a-t-elle bafouillé? J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Passe-moi le téléphone, Carole. Sa voix a retenti dans le combiné. Léa, qu'est-ce que c'est que ça? Noël est fait pour la famille. C'est fait pour être ensemble. On ne s'enfuit pas en Europe avec sa grand-mère comme ça. Être ensemble ne commence pas par désinviter quelqu'un par texto. Papa, c'était un malentendu. Il a crié. Ta mère essayait juste de gérer les beaux-parents. C'est compliqué. Cela ne m'a pas semblé compliqué, ai-je dit, ma voix plate et froide. La liste d'invités était très claire. Mon nom était rayé en rouge. Nous allons gérer. Tu l'as géré. Maintenant, je gère mes propres vacances. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Il ne savait pas que je l'avais vu. Comment as-tu? Ce n'est pas la question. La question est que tu es source de division et cruelle, et tu contraries ta grand-mère. Elle me semble très bien, ai-je dit. Elle est sur le balcon, profitant de la vue sur la place de la Concorde. Mais merci de votre sollicitude. Je dois y aller. Tu ne vas pas me raccrocher au nez. J'ai appuyé sur l'icône rouge. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était lourd. Mon téléphone a immédiatement vibré de nouveau, ma mère. J'ai refusé l'appel. Il a vibré de nouveau, un message texte provenant d'un numéro que je reconnaissais mais que j'utilisais rarement, ma belle-sœur, Sarah, l'avocate. Son texto était différent. Léa, je n'avais aucune idée que tu étais aussi riche. Mes parents posent des questions. C'est très embarrassant. J'ai dévisagé le message. C'était ça, le vrai problème, pas le bonheur de ma grand-mère, pas la famille fracturée. La représentation avait été perturbée. Les nouveaux beaux-parents, le médecin et l'avocate, étaient déconcertés. Le récit du fils humble et prospère et de la fille célibataire difficile s'effondrait. J'ai tapé une réponse. Vous n'aviez pas besoin de le savoir. J'ai mis le téléphone en mode « Ne pas déranger ». Un nouveau message a traversé le filtre « Mon frère Marc ». Ce n'était pas un texto. C'était une photo, ses deux enfants, un garçon et une fille, emmitouflés dans des combinaisons de neige, construisant un bonhomme de neige bancal. Ce sont des enfants mignons. La légende disait, leur tante Léa leur manque. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne viens pas, la culpabilité, la dernière arme prévisible, celle qu'ils utilisaient toujours, déployant les enfants comme bouclier. J'ai regardé la photo. Puis j'ai regardé Evelyne, qui était entrée et se versait un petit verre d'eau. J'ai pris une photo, juste un simple cliché pris sur le vif, Evelyne dans la magnifique suite d'hôtel avec les lumières de Paris scintillant derrière elle. Elle souriait, un petit sourire satisfait. J'ai renvoyé la photo à mon frère. Pas de texte, pas de légende, juste son sourire contrant le sien. Mon téléphone a vibré de nouveau, ma mère. Elle avait trouvé un nouvel angle. Léa, tu ne comprends pas. Notre maison est petite. Nous essayons d'accueillir toute la famille de Sarah. C'était juste une question de place. C'était tout simplement trop difficile à organiser. Trop difficile. Trop petit. Je suis allé à mon ordinateur portable. Je me suis reconnecté au lecteur cloud de ma tante. J'ai trouvé le dossier de la station de ski.
J'ai trouvé le contrat de restauration. Il comprenait une photo de la salle familiale privée qu'ils avaient réservée pour le dîner de réveillon de Noël. C'était une vaste salle rustique avec des plafonds voûtés, une cheminée en pierre et des places assises pour 50 personnes. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée par texto à ma mère. Il me semble qu'il y a beaucoup de place. Cette fois, le silence a été plus long. Puis un nouveau message de ma tante Carole, la sœur de ma mère. Léa, ma chérie, je dois être honnête avec toi. Ils ont eu une réunion, ta mère et ton père. Ils ont dit que tu étais devenu difficile à aborder, que tu étais intense, et ils ne voulaient pas perturber la dynamique des nouveaux beaux-parents. Ils ont dit que tu ne t'intégrerais pas à l'ambiance joyeuse. J'ai lu le texto, et la dernière pièce du puzzle s'est mise en place, la vérité finale, froide et dure. Il n'a jamais été question de place. Il n'a jamais été question d'argent, de difficulté ou de logistique. Il s'agissait de hiérarchie. C'était un ordre hiérarchique. J'étais l'échec officiel de la famille, la personne bizarre et silencieuse. Et lorsque les nouveaux beaux-parents de haut rang sont arrivés, c'est moi qui devais être déplacé à la table des enfants, puis hors de la pièce entièrement, de peur que mon intensité ne gâche l'ambiance joyeuse. J'ai réalisé avec une clarté glaçante que ma réussite était en fait le problème. Tant que j'étais la consultante discrète et en difficulté, j'étais gérable. Mais la femme qui avait vendu une entreprise, la femme qui avait disparu et réapparu avec des ressources, cette Léa était une menace pour l'ordre établi. Il fallait la gérer. Il fallait la remettre à sa place. Evelyne s'est approchée et s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Elle avait entendu ma partie de la conversation. Elle avait vu l'expression sur mon visage. Elle a tendu la main et a posé sa petite main ridée sur la mienne, volant mes doigts, qui étaient déjà en train de taper une réponse en colère à ma tante. Léa, a-t-elle dit, sa voix ferme mais gentille, arrête de t'expliquer. Arrête de te défendre. Tu t'es expliqué à eux toute ta vie, et ils n'ont jamais, pas une seule fois, pris la peine d'écouter. Elle m'a serré la main. Tu es ici. Je suis ici. C'est réel. Ça, ce n'est que du bruit. Laisse-les parler. Toi et moi, nous avons un programme. Maintenant, vis. J'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai relâché. J'ai retourné le téléphone, face cachée, sur la table. Elle avait raison. Je suis allé à mon ordinateur portable pour vérifier les détails du réveillon de Noël. Un courriel attendait dans ma boîte de réception sécurisée, celle que j'utilisais pour les questions juridiques et financières. Il ne provenait pas de ma famille. Il provenait de Monsieur Harrison, le conseiller de la fiducie familiale de l'année, la fiducie que mon grand-père avait créée et dont Evelyne était la seule administratrice restante. Le courriel était signalé comme étant urgent. Mademoiselle Martin, je vous contacte à la demande de votre grand-mère. Nous avons parlé cet après-midi. Elle a décidé d'apporter une mise à jour importante aux articles de la fiducie, en particulier en ce qui concerne la lignée de succession pour son administration. Elle vous a nommé seule administratrice successorale et future dirigeante. Il s'agit d'un changement important par rapport au document précédent, qui mentionnait votre père et votre oncle. Elle a été très précise sur les changements. Elle souhaite également restructurer les directives caritatives du trust. Elle m'a demandé de vous contacter pour faciliter cela. Elle a mentionné que vous étiez à Paris. Je peux faire en sorte qu'un notaire et un conseiller juridique vous y rencontrent demain. Si vous êtes d'accord, veuillez m'en informer. J'ai lu l'email 2 fois. J'ai levé les yeux vers Evelyne. Elle m'observait, les yeux perçants. Elle savait. Grand-mère, êtes-vous sûre? C'est mon argent, Léa, dit-elle simplement. Enfin, c'était celui de ton grand-père et de son père. Il était destiné à construire des choses. Il était destiné à aider. Il n'était pas destiné à être une caisse noire pour impressionner les médecins et les avocats. Ce sera une guerre, dis-je. Cela a toujours été une guerre, mon enfant, dit-elle. Tu as juste été la seule désarmée. Maintenant, parlons de cet argent. Il est destiné à aider les gens. Les gens comme toi. Les gens qui paient le prix d'entrée. Il est temps d'aider les gens qui font encore la queue. Êtes-vous d'accord ou non? J'ai acquiescé lentement. Je suis d'accord. Bien. Mon téléphone personnel, celui que j'avais mis en silencieux, s'est allumé avec un nouveau type de notification, un appel vidéo de groupe. Ma mère convoquait les troupes.
J'ai laissé sonner. Tu ne vas pas répondre, demanda Evelyne. Quel est l'intérêt? Ce n'est que du bruit. Réponds, dit-elle, un nouveau ton non métallique dans sa voix. Il est temps, mais nous le ferons à mes conditions. J'ai appuyé sur le bouton d'acceptation, l'écran s'est rempli de leurs visages, tous entassés sur un canapé dans la station de montagne. Ma mère, mon père, mon frère, leurs visages étaient orageux. Léa, commença ma mère, sa voix aiguë. Nous devons parler de ça. Tout ça, ce malentendu, doit être éclairci tout de suite. Je me suis contenté de la regarder. Avant que je puisse répondre, Evelyne s'est penchée dans le cadre. Elle souriait, un sourire poli et distant d'hôtesse. Carole, ma chère, dit-elle, sa voix aussi douce que du verre. Quelle surprise! Nous nous préparions justement à aller au lit. Le visage de ma mère se figea. Maman, qu'est-ce que Léa? Qu'est-ce que tu as fait? Léa m'a fait la gentillesse d'une invitation, dit Evelyne, ce qui est plus que je ne peux en dire pour certains. Maintenant, vous voulez éclaircir les choses? Merveilleux. Nous allons dîner demain soir, le soir de Noël, dans une salle privée. Vous savez tous où nous sommes. Venez si vous voulez ou ne venez pas. Elle tendit la main et, d'un doigt parfaitement manucuré, mit fin à l'appel. Le salon privé de l'hôtel Déon était un décor de théâtre pour un acte final. La pièce était longue et étroite, dominée par une table en acajou foncé qui brillait sous la faible lumière vacillante d'une douzaine d'épais cierges. L'air sentait la vieille cire et le parfum aigu et impossible des tartes d'hiver, qui étaient disposées dans de bas vases en cristal. Dans le coin le plus éloigné, un quatuor à cordes jouait un arrangement complexe et discret du chant de Noël à travers les hautes fenêtres françaises. La place de la Concorde scintillait, un univers de lumière loin du monde que nous avions quitté. Au fond de la pièce, au-dessus d'une cheminée en marbre, un grand écran sombre était monté. Il était actuellement inactif, n'affichant que 5 mots élégamment calligraphiés, Evelyne Harris. Evelyne était assise en bout de table, le dos droit. Elle portait la nouvelle robe en laine grise, et elle ressemblait moins à une grand-mère de Spokane qu'à la matriarche d'un empire. J'étais assise à sa droite. Le caméraman et son assistant étaient dans le coin à côté des musiciens, indiscernables, leur équipement petit et sombre. Un sommelier, portant un tasse-vin en argent, versa une petite mesure de champagne dans le verre d'Evelyne. Elle le leva, sa main parfaitement stable. Elle ne me regarda pas. Elle regarda le long de la table vide comme si elle s'adressait à un conseil d'administration complet. Léa, dit-elle, sa voix claire et résonnante dans la pièce calme, à un Noël où personne n'est forcé de se sentir petit. Elle prit une gorgée. J'ai levé mon propre verre. À Evelyne, dis-je. J'ai fait un signe de tête au réceptionniste de l'hôtel qui se tenait discrètement près de la porte. Les lumières de la pièce ont encore diminué, ne laissant que les bougies et la lueur de la ville. Le quatuor à cordes s'est adouci et un nouveau son a émergé des haut-parleurs cachés. Une subtile musique de film. L'écran s'est animé. L'hommage vidéo n'était pas ce que ma famille pensait qu'il était. Le vidéaste avait habilement tissé le passé dans le présent. Il a commencé avec les vieilles photographies numérisées que je lui avais données. Des images granuleuses des années 1970 et 1980. Mon grand-père, grand et mince, ma mère adolescente, défiante et brillante. Puis il est passé à une série de Noël des années 1990. La caméra aimait mon frère Marc rayonnant, tenant un nouveau ballon de football. Marc debout près de la cheminée entouré de cadeaux. Marc en bout de table en train de découper une dinde. Et à l'arrière-plan de 3 plans différents, je m'étais retrouvé, un fantôme à la fête. Dans l'un, j'étais juste un flou de pull marron, visible par-dessus l'épaule de mon père, mes mains dans l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle. Dans un autre, j'étais assise seule en bas de l'escalier, regardant la famille ouvrir les cadeaux, mon visage à moitié caché. La musique a gonflé et l'écran est devenu noir. Un seul mot s'est estompé en blanc sur noir, joie. La musique a changé, l'écran s'est rempli de couleurs, vives et éclatantes. C'était Evelyne qui montait sur le balcon de l'hôtel pour la première fois, ses mains agrippant la balustrade en pierre froide. C'était Evelyne, son visage à 3 pouces du Monet au musée d'Orsay, ses yeux humides de la reconnaissance d'un rêve vieux de 40 ans. C'était Evelyne, sa tête rejetée en arrière, riant au bistrot, son visage rouge de vin et de la chaleur de la pièce. Le caméraman avait saisi l'instant, faisant un panoramique de son visage joyeux à la tour Eiffel alors qu'elle explosait dans sa cascade horaire de lumière. Evelyne se regardait,
sa main pressée contre ses lèvres. Lorsque la scène du bistrot a été jouée, elle a laissé échapper un petit rire aigu de pur plaisir. « Ah » a-t-elle chuchoté à l'écran. « Me voilà, enfin !» La vidéo s'est terminée par un long plan lent de la scène à l'aube, l'eau comme de l'acier poli. Alors que l'écran s'estompait en noir, j'ai pris la main d'Evelyne sous la table. Sa peau était comme du papier, mais sa poigne était comme un étau. Un seul flash étouffé, presque invisible, a illuminé nos mains jointes. Le caméraman avait sa photo. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Un serveur s'est avancé pour présenter le premier plat et mon téléphone, placé délibérément sur la table à côté de mon assiette, s'est allumé et a commencé à vibrer. Ce n'était pas un SMS. C'était un appel vidéo de groupe entrant. Ma mère. Evelyne a regardé le téléphone bourdonnant, puis moi. Un petit sourire satisfait a touché les coins de sa bouche. Juste à temps, dit-elle. J'ai appuyé sur le bouton vert. J'ai calé le téléphone contre le lourd centre de table en argent. Leurs visages ont envahi le petit écran, un fouillis chaotique de colère et de confusion. Ma mère était au premier plan, son visage pâle et pincé. Mon père se profilait au-dessus de son épaule, son expression orageuse sur un canapé derrière eux. J'ai vu mon frère et Sarah, sa femme avocate. J'ai même vu ma tante et mon oncle entraînés dans le drame. Ils étaient entassés dans le chalet rustique et coûteux de Washington, la grande cheminée en pierre rugissant derrière eux, leur Noël parfait interrompu. Léa, commença ma mère, sa voix aiguë et minuscule à travers le haut-parleur du téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ton cousin l'a vu. Il l'a envoyé à tout le monde. Tout le monde appelle. Qu'est-ce que tu as fait? Ils avaient vu les retombées sur les médias sociaux. Ils n'avaient pas vu l'hommage. Joyeux Noël, maman, dis-je, ma voix parfaitement égale. Nous étions justement en train de nous mettre à table. Ne me souhaite pas joyeux Noël, cria-t-elle. Tu essaies d'humilier cette famille. Tu prends ma mère. Carole. La voix d'Evelyne n'était pas forte. Elle était basse, froide et absolue. Elle traversa la panique croissante de ma mère comme la lame d'un chirurgien. Tout le monde à 3000 miles de là se tut. Vous vouliez éclaircir le malentendu, dit Evelyne, se penchant dans le champ de vision du téléphone. Nous l'éclaircissons maintenant. Regardez. Elle fit un signe de tête au réceptionniste de l'hôtel. Monsieur, s'il vous plaît, le réceptionniste tapota une petite tablette. L'écran de mon téléphone clignota, puis son image fut reflétée sur l'écran géant au-dessus de la cheminée. En même temps, j'ai partagé mon écran avec l'appel vidéo de groupe. Le visage de mon frère devint vide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? L'écran de notre salon parisien et l'écran qu'ils tenaient entre leurs mains à Washington montraient maintenant exactement la même chose. Ce n'était pas une vidéo. C'était un document numérique propre, un PDF. Le titre était en haut. Dans un Times New roman austère et impitoyable, premier amendement au Evelyn Thomas de l'année Family Trust. J'ai entendu une inspiration brusque. C'était Sarah, l'avocate. Elle savait ce que c'était. En tant qu'unique fiduciaire vivante, dit Evelyne, sa voix aussi calme qu'un lac gelé, j'ai chargé mon conseil d'apporter des mises à jour importantes. Elles ont été ratifiées et déposées ce matin. Léa, si tu veux bien. J'ai fait défiler jusqu'au premier point. Ma voix était plate, la voix que j'utilisais autrefois pour lire les spécifications techniques. Point 1, dis-je, la création de la bourse de l'année Grand Children's Scholarship for Technology. Cette bourse versera $500 000 par an à perpétuité à des étudiantes de première génération en informatique et en ingénierie, la priorité étant donnée aux candidates de l'État de Washington. Le visage de mon père prenait une teinte rouge dangereuse. Evelyne, tu ne peux pas modifier le trust. C'est notre je peux, dit Evelyne. C'est fait. Point 2, Léa. J'ai fait défiler à nouveau. Point 2, tous les actifs immobiliers actuellement détenus par le trust dans le comté de King, Washington. J'ai fait une pause. Mon père avait l'air confus. Ma mère était perdue. Mais Sarah, l'avocate, ferma les yeux. Elle connaissait les registres du comté. Plus précisément, la propriété située au Four Seasons Private Residence Seattle, unité 28B, sera immédiatement transférée, titre et tout, à la nouvelle de l'année Pathway Foundation. Quelle fondation? Demanda mon frère, sa voix faible. Une fondation à but non lucratif, dis-je.
dédié au financement de l'éducation STEM pour les jeunes filles défavorisées du collège. La fondation sera gérée par un conseil d'administration dont je suis moi-même, Léa Martin, la directrice exécutive non salariée, avec des droits de vote exclusifs. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Mais c'est ton appartement. Non, dis-je, c'est le pantouse que je garde pour les invités. C'est maintenant l'actif principal et le siège de la fondation. C'est de la manipulation, rugit mon père, retrouvant sa voix. C'est de la folie. Nous allons contester cela. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées. Léa, toi. 3. La voix d'Evelyne était si froide qu'elle aurait pu briser du verre. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière clause. C'était la contribution de Maya. Mon avocat de Sentinelle Arc l'avait rédigée avec un préavis de 3 heures, et c'était une œuvre d'art. Point 3, ai-je lu, la clause de déchéance. Dans le cas où un bénéficiaire inscrit du trust d'origine, ou son conjoint j'ai établi un contact visuel avec le visage figé de Sarah à l'écran se livre à un litige, à un dénigrement public, à une diffamation ou à toute forme d'attaque publique, qu'elle soit verbale, écrite ou par procuration, contre le fiduciaire successeur en exercice, toutes ces futures distributions et revendications sur le trust dans leur intégralité seront immédiatement et irrévocablement perdues. Ces fonds perdus seront transférés en totalité à la dotation de la California Polytechnic State University. J'ai souri, un sourire mince et froid. Aucune négociation. Le chalet de Washington était silencieux. Le seul bruit était le crépitement de leur énorme cheminée de façade. La bouche de mon père était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Sarah fixait l'écran, son esprit juridique faisant frénétiquement des calculs, traitant la finalité brutale et hermétique du piège. Il ne pouvait pas poursuivre. Il ne pouvait pas diffamer. Ils ne pouvaient même pas se plaindre à leurs amis sans tout risquer. Evelyne a pris son verre de vin. Et bien sûr, l'amendement désignant Léa Martin comme ce fiduciaire successeur. Tout signé, attesté et notarié ce matin. Joyeux Noël à tous. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai mis fin à l'appel. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Le serveur s'est avancé. Madame, monsieur, votre premier plat, le serveur, avec des mouvements aussi silencieux que la neige qui ne tombait pas, a placé le premier plat devant nous. Un disque parfait et sculpté de torchons de foie gras avec une réduction de figues et une brioche grillée. Le quatuor à cordes avait fait une transition en douceur vers un morceau classique complexe. Le téléphone, sombre sur la nappe blanche, s'est rallumé et a commencé à vibrer. Un autre appel vidéo de groupe. Ils sont persistants, a noté Evelyne en prenant sa fourchette. Ils sont blessés, dis-je. Ils viennent de perdre le contrôle du récit et de la banque. Non, corrigea-t-elle en prenant une petite bouchée. Ils viennent de recevoir la facture de leur propre choix. Réponds, mais ne lève pas la voix. La personne qui est calme est la personne qui gagne. J'ai accepté l'appel. L'image s'est résolue. Les mêmes visages, la même pièce, mais la dynamique s'était brisée. La colère avait disparu, remplacée par un choc creux et retentissant. Sarah, l'avocate, chuchotait frénétiquement à l'oreille de mon frère. Mon père avait juste l'air vieux. Ma mère fut la première à parler, sa voix tremblant, non pas de rage, mais d'une tentative désespérée et ratée d'autorité matriarcale. Léa, qu'est-ce que c'est? Une bourse, une fondation, cet appartement. Ce STC est un bien familial. Tu ne peux pas juste tu n'as même pas de famille à toi. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire de construire quelque chose pour tes enfants. C'était la blessure la plus ancienne et la plus profonde, celle qu'ils avaient toujours utilisée, que j'étais incomplète, une vieille fille, une anomalie sans enfant et obsédée par sa carrière. J'ai une vie à moi, maman, dis-je, ma voix parfaitement égale. Une vie que j'ai construite alors qu'on me disait d'être plus petite, plus silencieuse et plus serviable. Une vie dont aucun de vous n'a jamais pris la peine de poser une seule question. C'est le résultat de cette vie. Mon père s'est avancé dans le cadre, son visage pâle. Ce STC est une erreur. Evelyne, Léa t'a empoisonné. Elle te manipule. Personne n'a voulu l'exclure. C'était qu'était un problème d'espace, un malentendu. Nous pouvons arranger ça. Une nouvelle voix a crépité à l'arrière-plan de leur pièce. Ma tante Carole. Ce n'est pas vrai, David. Carole, a claqué ma mère. Tais-toi. C'est une affaire de famille privée.
Je suis de la famille, a dit ma tante, sa voix s'élevant, tremblante soit de culpabilité, soit d'un courage retrouvé. Et j'étais à la réunion. J'étais juste là. Ce n'est pas un malentendu. Je vous ai entendu. Vous avez dit, Léa ne fera que rendre ça intense. Vous avez dit, c'est plus facile si elle n'est pas là. Vous avez rayé son nom de la liste avec un stylo. David, je vous ai vu le faire. Un silence de mort, lourd, s'est abattu sur l'appel. Mon père fixait, sans voix. Ma tante venait de lancer la grenade. Mon frère Marc a finalement parlé, essayant de reprendre la logique. Ce n'était pas malveillant. Nous voulions que la fête soit ordonnée. La belle famille, les enfants, c'était juste plus simple. C'était un choix logistique. Evelyne, qui avait tranquillement mangé son premier plat, a posé sa fourchette. Elle s'est penchée vers le téléphone, ses yeux grossis d'une froideur et d'une brillance analytique. Ordonnée, Marc, a-t-elle demandé, sa voix douce. Ou présentable? Marc a tressailli. Sarah, l'avocate, s'est avancée, son visage un masque de contrôle professionnel. Elle n'était plus une belle fille. Elle était l'avocate de la défense. D'accord, ça suffit. C'est très irrégulier. C'est de la coercition à la limite. Vous ne pouvez pas simplement nous tendre une embuscade avec des documents juridiques la veille de Noël. Vous transformez une fête en déposition. Vous auriez dû passer par un avocat. Ce n'est pas un procès. Evelyne a souri. C'était le sourire le plus fin et le plus aiguisé que j'ai jamais vu. Oh, mais ma chère, vous vous trompez. Ce n'est pas moi qui ai transformé ça en procès. Vous avez tous fait ça il y a 3 jours lors de cette réunion de famille. Vous vous êtes assis comme juge et jury. Vous avez déclaré ma petite fille coupable d'être difficile et intense. Vous l'avez condamnée à l'exclusion. Elle s'est penchée plus près. Je ne fais pas un procès. Je ne fais que vous relire le procès-verbal de la réunion. Il semble que vous n'aimiez pas entendre le verdict quand il n'est pas en votre faveur. Elle a pris son verre d'eau, a bu une gorgée et a continué. Vous parlez tous de ce que vous savez. Vous parlez de famille. Laissez-moi vous dire ce que je sais. Il y a 3 ans, ma chaudière est tombée en panne. C'était en janvier. La température dans ma maison était de 4 degrés. J'ai appelé votre père, David. Il a dit qu'il se renseignerait sur l'emploi du temps d'un réparateur quand il aurait un moment. Le visage de mon père était blanc. Je t'ai appelé, Marc, a-t-elle dit, son regard clouant mon frère au canapé. Tu as dit que tu verrais si ta banque avait des programmes de prêts spéciaux pour les personnes âgées. J'ai gelé pendant 2 jours, portant mon manteau à l'intérieur. Maintenant, maman a commencé mon père. C'est une exagération. J'étais là, a claqué Evelyne, le faisant taire. Et puis Léa a appelé juste pour prendre des nouvelles. J'ai essayé de mentir, mais mes dents claquaient. Elle était à Tacoma, à 4 heures de route. Il neigeait. Elle a dit, ne bouge pas, grand-mère. Elle est arrivée chez moi à 10 heures du soir. Elle venait d'être payée pour une petite mission de conseil. Elle avait exactement $54 sur son compte courant. Elle a donné $50 en espèces au réparateur de chauffage d'urgence qu'elle avait appelé depuis la route. Elle s'est assise avec moi jusqu'à ce que le chauffage revienne à minuit, puis elle a conduit 4 heures pour retourner à Tacoma parce qu'elle devait travailler le lendemain matin. Elle a mangé des nouilles ramen pendant 2 semaines pour compenser ses $50. Elle n'en a jamais parlé à aucun d'entre vous. Elle n'en a jamais parlé sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais demandé un seul mot de remerciement. Le silence sur l'appel était absolu. Vous voulez savoir ce que je sais d'autre, a continué Evelyne, implacable. Je sais que lorsque la First Presbyterian Church du centre-ville, celle que votre mère prétend aimer, avait besoin d'un nouveau système de serveurs pour sa banque alimentaire, un don de $10 000 est apparu d'un donateur anonyme. Je suis la seule à savoir qui c'était parce que je suis bénévole là-bas. Et j'ai vu la voiture qui a déposé le matériel tard dans la nuit. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation. C'était la location de Léa. Elle ne voulait pas de plaque. Elle ne voulait même pas de reçu fiscal. Elle voulait juste que les affamés soient nourris. Le visage de ma mère s'est effondré. C'était la première émotion authentique et non scénarisée que je voyais d'elle depuis des années. Gégé ne savait pas, a-t-elle chuchoté. Hélène n'a jamais rien dit de tout ça. Je vous l'ai dit, ai-je dit,
ma voix calme, coupant à travers le silence. Je vous ai dit que la chaudière était tombée en panne. Je vous ai parlé de mes projets de travail. Vous étiez occupé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous étiez occupé à arranger les choses pour qu'elles soient belles. Maman, il est très difficile d'entendre la vérité quand on est aussi concentré sur l'espace de la table. Mon père a mis sa main sur son épaule. Il a regardé l'écran, moi, Evelyne. Il a vu que la partie était terminée. Il a essayé de conclure une trêve. Tout ça, c'est juste tout ça, c'est du passé. C'est Noël. Arrêtons-nous juste. D'accord, arrêtez. Léa, Evelyne, rentrez à la maison. Nous vous ramènerons en avion. Nous allons arranger ça. Nous allons revenir à ce que c'était. C'était ça. Le dernier plaidoyer désespéré pour une remise à zéro. Le désir de rembobiner la cassette. De remettre le génie dans la bouteille, de faire comme si la ligne rouge n'avait jamais été tracée. Non, papa, ai-je dit. Il avait l'air confus. Non, tu ne comprends pas. Tu n'écoutes toujours pas revenir à ce que c'était, c'est le problème. Ce que c'était moi qui lavais votre vaisselle à la main pendant que vous félicitiez Marc d'être venu. Ce que c'était vous qui me disiez que l'humilité était importante pendant que vous construisiez un sanctuaire pour ces trophées de football. Ce que c'était moi qui étais le fantôme de la famille, le soutien discret, celui sur lequel vous pouviez compter pour être petit. Ce que c'était vous tous assis dans une pièce, décidant que je ne m'intégrais pas à l'ambiance joyeuse. Vous avez rayé mon nom de la liste. Papa, c'était la fin de ce que c'était. Je les ai tous regardés un par un, ma mère en pleurs, mon père vaincu, mon frère stupéfait, ma belle-sœur calculatrice. Vous vouliez un Noël ordonné, ai-je dit. Voilà comment c'est maintenant. Ordonné, final. Sarah chuchotait d'urgence à Marc. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ma mère pleurait, des larmes silencieuses et humiliées. J'ai regardé Evelyne, elle a hoché la tête. Nous sommes en train de dîner, ai-je dit. Evelyne a tendu la main, son doigt ferme, et a mis fin à l'appel. Le salon était parfaitement silencieux. Même le quatuor à cordes était dans une pause momentanée. Le serveur s'est avancé comme depuis les coulisses d'une scène. Il portait la bouteille de vin. Madame, mademoiselle Martin, le Sancerre, pour votre qu'il Saint-Jacques. Evelyne a redressé sa serviette sur ses genoux. Elle lui a souri. Merci, jeune homme. Il a l'air charmant. Le seul son dans la pièce était le cliquetis délicat et aigu de ma fourchette en argent contre le léoge. Nous avons mangé le plat principal dans un silence profond et magnifique. Les coquillas Saint-Jacques étaient parfaits, délicats et saisis, nageant dans une sauce légère et beurrée. Le Sancerre était froid comme une pierre. Nous n'avons pas parlé. Nous avons laissé le quatuor à cordes remplir l'espace. Nous avons laissé la famille à 5000 km mijoter dans le silence acide de leur propre fabrication. Le téléphone, comme je savais qu'il le ferait, s'est allumé une dernière fois. Un troisième appel vidéo de groupe, la dernière tentative, la négociation de peine. J'ai regardé Evelyne. Elle a tamponné ses lèvres avec une serviette. Je suppose que nous devrions entendre les plaidoiries finales, a-t-elle dit. J'ai accepté l'appel. La colère avait disparu. Le choc s'était atténué. C'était le visage brut et suppliant de la défaite. Ma mère était au premier plan, ses yeux rouges et gonflés. Mon père se tenait derrière elle, sa main sur son épaule, son visage gris. Léa, s'il te plaît. La voix de ma mère était un murmure. S'il te plaît, arrête. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la famille. Ne pouvons-nous pas simplement rentrer à la maison? Nous pouvons en parler en personne de retour aux États-Unis. Nous pouvons arranger ça. Non, maman, ai-je dit, ma voix n'était pas froide cette fois. Elle était juste ferme. Finale. Je ne rentre pas pour parler. Nous parlons ici ce soir. Vous vouliez une réunion de famille pour décider de mon statut. Nous y sommes. C'est la réunion. En arrière-plan, j'ai entendu un cri d'enfant. Sarah, ma belle-sœur, qui était assise dans un silence de pierre, a tressailli. Son masque professionnel s'est brisé, et pendant une seconde, elle a juste ressemblé à une mère fatiguée. Marc, a-t-elle dit, sa voix tendue. Je dois y aller. Les enfants,
Ils attendent le Père Noël. Ils ne comprennent pas. Elle a regardé le téléphone, vers moi, ses yeux un mélange de peur et de ressentiment. Elle s'est levée et est sortie du cadre. Vas-y, Sarah, ai-je dit, ma voix s'adoucissant pour la première fois. Il ne s'agit pas d'eux. Cela n'a rien à voir avec les enfants. Ils ne sont pas en faute ici. Va être avec eux. Mon frère m'a regardé, son expression illisible. Était-ce de la gratitude ou juste de la confusion? Il a hoché la tête, son visage pâle, et a suivi sa femme, son écran s'éteignant. Maintenant, il n'y avait plus qu'eux. Mes parents et ma tante planant en arrière-plan comme un fantôme coupable. Mon père a pris une profonde inspiration, essayant visiblement de rassembler le dernier de son autorité patriarcale. D'accord, Léa. D'accord, nous t'entendons. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Nous le voyons. Alors, allons de l'avant. Que dirais-tu du jour de l'an? Un grand dîner chez nous. Juste nous, la vraie famille. Nous recommencerons à zéro. Je ne fais aucune promesse, papa, ai-je dit en posant ma fourchette. Vous ne pouvez pas simplement dire recommencer à zéro et effacer la cassette. Frais n'est pas un mot que vous dites. C'est une structure que vous devez construire. Vous ne comprenez pas. Vous pensez toujours qu'il s'agit de mes sentiments blessés. Il ne s'agit pas d'une humeur. Il s'agit d'un système. Le système que vous avez construit. Alors quoi? Ma mère a pleuré, sa voix se brisant. Que veux-tu de nous, Léa? Que veux-tu que nous fassions? Vous voulez arranger ça, ai-je demandé. Vous voulez guérir? Alors ce n'est pas un dîner. C'est un contrat. Un nouveau. Parce que l'ancien, celui où je suis le personnage de fond silencieux et pratique, est brisé. Quoi? Quel contrat, a demandé mon père, sa voix lasse. 3 conditions, ai-je dit, levant mes doigts comme si j'étais dans une salle de réunion. Vous les remplissez et nous pouvons commencer à parler de guérison. Premièrement, les performances sont terminées. Plus de fêtes pour le spectacle. Plus d'impressionner les beaux-parents ou de créer un look. Toute réunion de famille à partir de maintenant concerne les personnes réelles et imparfaites dans la pièce, où elle n'a pas lieu. Vous voulez impressionner quelqu'un, impressionnez-vous mutuellement avec une décence élémentaire. Deuxièmement, un horaire pour grand-maman. J'ai regardé Evelyne, qui écoutait attentivement. Ce n'est pas un accessoire social. Ce n'est pas un fardeau à me refiler quand c'est pratique et à exclure quand c'est gênant. Ses soins, son temps, sa compagnie, seront divisés par écrit sur un calendrier partagé. Vous ferez tous un shift. Vous vous présenterez tous. Pas d'excuses. Et troisièmement, ai-je dit, des excuses. Je ne veux pas entendre les mots, je suis désolé. Ils n'ont aucun sens pour moi. Ce n'est que de l'air. Désormais, toute excuse à moi ou à elle doit être attachée à une action spécifique, mesurable et positive. Vous avez 90 jours pour proposer vos premières actions. Je serai le seul juge pour déterminer si elles sont acceptables ou juste plus de performance. Il y a eu un lourd silence. Mon père a juste regardé fixement. Evelyne a pris la parole, sa voix claire. Et j'ai aussi une condition pour la nouvelle bourse. La première, la grande. Elle ne portera pas mon nom. Elle portera le nom de celui qui, dans cette famille, toi, David, toi, Carole, même toi, Marc, écrira les 3 lettres de recommandation les plus authentiques, perspicaces et compatissantes pour le premier groupe de candidats. Je les jugerai à l'aveugle. Vos titres, vos comptes bancaires, ils ne valent rien. Seuls vos mots et votre compréhension auront de la valeur. Comme invoqué par la conversation, un homme dans un costume sombre parfaitement taillé s'est approché de notre table. Ce n'était pas un serveur. Il était suivi d'une femme portant une mallette en cuir. Il s'est légèrement incliné. Madame Delaney, Mademoiselle Martin, je suis Monsieur Dubois de votre bureau de conseil, et voici notre notaire. Nous avons les documents que vous avez demandés. Il a placé une fine liasse de papier sur la table à côté de l'assiette d'Evelyne pendant que mes parents regardaient, leur visage figé dans l'incrédulité. Là, ils sont juste là, a bégayé ma mère. C'est une affaire juridique internationale. Mère, ai-je dit, cela nécessite de la précision. Evelyne a pris un lourd stylo en or à l'avocat. Elle a signé la dernière page du document, celle qui me désignait comme directrice exécutive de la Delaney Pathway Foundation.
L'avocat et le notaire ont contresigné, en témoignant. C'est fait, a dit l'avocat à voix basse. À ce moment précis, mon téléphone sécurisé, mon téléphone professionnel, a sonné. Je me suis excusé et j'ai répondu. Maya, tu es sur haut-parleur. Bonsoir, Léa. Joyeux Noël. La voix de Maya était vive. Je confirme que le Conseil américain a les wireframes avec les déclarations de témoins parisiennes notariées que vous me scannez en ce moment. La charte d'entreprise de la Fondation est inattaquable. Elle sera déposée et officialisée auprès de l'État de Washington d'ici 9 h demain matin, heure de l'Est. Ils ne peuvent pas y toucher. Ils ne peuvent pas la contester. La clause de confiscation est, et je cite, brutalement parfaite. Félicitations, directrice. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau l'écran. Mon père secouait la tête. La fondation, tout cet argent, Léa, tu vas tout contrôler. Cet appartement, les fonds en fiducie, le salaire, a murmuré ma mère, son esprit saisissant enfin l'ampleur de la chose. Une directrice exécutive d'une fondation aussi grande. Mon Dieu, Léa, je l'ai coupé. Je ne prends aucun salaire, ai-je dit. J'ai mon propre argent. Je ne prends que les droits de vote. L'argent reste à la fondation. Il sera utilisé pour le travail, pour les filles qui construisent leur propre vie. C'était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas calculer. L'acte n'avait aucun motif égoïste qu'ils pouvaient reconnaître. Il a brisé leur logique. Mais pourquoi, a demandé mon père, sa voix petite. Parce que je n'achète pas le respect, papa, ai-je dit en me penchant. Je m'empêche juste d'être loué. Sur l'écran, ma tante Carole, qui était restée silencieuse tout ce temps, a finalement, complètement craqué. Ce n'était pas un cri silencieux et digne. C'était un sanglot brut, laid et douloureux. Elle a dépassé mon père, son visage remplissant la caméra. Evelyne, a-t-elle gémi. Oh, mon Dieu. Evelyne, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je savais que c'était mal. J'ai juste suivi le mouvement. Je voulais faire partie de la belle fête. Je n'ai rien dit. Je suis tellement désolé. Evelyne l'a regardé, non pas avec colère, mais avec un sens pratique profond et fatigué. Arrête de pleurer, Carole. C'est un gaspillage d'énergie. Tu veux être désolé? Bien. Utilise-le. À partir de demain. Je te veux, toi. Et je te veux, toi, David. Et je te veux, toi, Carole, ma fille, pour appeler l'un des autres enfants de cette famille. Pas ceux de Marc, l'un des enfants de ta sœur, les cousins que tu ignores. Et je veux que tu leur poses une question simple, de quoi as-tu besoin pour tes études? Pas pour le sport, pas pour une nouvelle voiture, pour leurs études. C'est ta première action. Maintenant, arrête de pleurer. Une cloche aiguë et claire a sonné dans le salon. Le maître d'hôtel, qui attendait ce signal précis, s'est avancé. Il était suivi d'un autre portant un grand plateau en argent. Madame, mademoiselle Martin, a-t-il dit, sa voix chaleureuse, votre omelette norvégienne. Il a placé la grande Alaska cuite au four en forme de dôme au centre de la table. Il a pris une petite louche en argent, l'a remplie de rhum brun et l'a chauffée sur une petite flamme bleue. Puis, avec une sénectitude, il l'a versée sur le dessert. Il y a eu un doux sifflement. Une colonne de flamme bleu or a éclaté, spectaculairement brillante. Elle a léché le plafond, illuminant toute la pièce. Elle a illuminé nos visages, ceux d'Evelyne et le mien, d'une chaude lueur dansante. Et sur le petit écran du téléphone, elle s'est reflétée minuscule et brillante dans les visages couverts de larmes, horrifiés et complètement vaincus de notre famille. Les flammes bleues or de l'omelette norvégienne ont faibli, laissant une meringue chaude et caramélisée. Le serveur, avec une facilité pratique, a commencé à servir le dessert. Le téléphone sur la table est resté éteint. L'appel vidéo était toujours actif, un témoin silencieux et ouvert. Ma famille était toujours là, piégée dans son lodge, nous regardant. Monsieur Dubois, l'avocat, s'est éclairci la gorge. Il n'a pas regardé ma famille, mais le notaire, puis la petite caméra officielle qu'elle avait placée sur le coin de la table. Madame Delaney, a-t-il dit, sa voix formelle, pour le procès-verbal, nous avons le document final, la page de signature numérique pour la désignation du fiduciaire successeur. Avant de procéder, le notaire exige une confirmation finale de votre part, enregistrée en direct,
que cette action est entreprise de votre plein gré, sans contrainte ni coercition. Est-ce correct? Evelyne, qui admirait le dessert, a levé les yeux vers lui. Elle a posé ses mains à plat sur la table, son regard aussi clair et ferme que l'objectif de la caméra. Non, a-t-elle dit. L'avocat s'est figé. La main du notaire a tressailli. Ma mère sur le petit écran a laissé échapper un son. Un halètement d'espoir. Maman. Evelyne a souri. Un sourire fin et tranchant. Non, monsieur Dubois, ce n'est pas de la contrainte. C'est de la libération. C'est la chose la plus libre que j'ai faite en 20 ans. L'avocat s'est visiblement détendu, un petit sourire jouant sur ses propres lèvres. Merci, madame. Veuillez procéder. Le notaire a fait glisser une tablette noire élégante sur l'acajou, l'écran brillait avec la page de signature, la ligne en bas attendant. Mon enfant, la voix de ma mère était un murmure brisé depuis le téléphone. Léa, chérie, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. N'enlève pas tout. Ne fais pas juste. S'il te plaît. C'était la voix qu'elle utilisait quand j'étais enfant. Celle qui était censée exprimer une déception ultime et insupportable. Celle qui avait toujours marché. J'ai regardé son visage pleurant et suppliant. J'ai regardé mon père, qui avait juste l'air brisé, ses mains pendant inutilement à ses côtés. Puis j'ai regardé Evelyne. Elle avait levé la main, sa vieille main fragile, tachetée par l'âge, les jointures légèrement gonflées par l'arthrite. Elle tremblait, non pas de peur, juste de vieillesse. Elle essayait de viser son doigt pour la ligne numérique. J'ai tendu la main. Je ne l'ai pas guidée. Je n'ai pas poussé. J'ai simplement placé ma main chaude et ferme sous la sienne. J'ai soutenu son poignet. Je lui ai donné la force qu'elle m'avait toujours donnée. Ensemble, sa main reposant sur la mienne, son doigt a touché le verre sur l'écran dans une écriture numérique claire. Sa signature s'est épanouie, Evelyne Delaney. L'écran a clignoté, a traité la signature, puis s'est actualisé. La grande télévision au-dessus de la cheminée, qui reflétait encore notre session, s'est actualisée avec elle. Le document juridique a disparu. À sa place, il y avait un nouveau tableau de bord dynamique. Un logo est apparu, une police sans serif propre et forte, Delaney Pathway, et en dessous, la nouvelle désignation officielle en l'honneur d'Evelyne Delaney. Ma mère a laissé échapper une basse lamentation. Avant qu'elle ne puisse parler, j'ai tapé sur l'écran. Le tableau de bord a changé. Une carte des États-Unis est apparue avec 3 États mis en évidence, Washington, Montana, Louisiane. C'est le tableau de bord de la fondation HD, ma voix narrating pour le procès-verbal, pour eux, pour les avocats. C'est le plan du T1. La première série de demandes de bourse s'ouvre en février en partenariat avec l'Université de Washington. Le premier STEM Girls Center, un programme pilote, sera établi au Montana, financé par le produit du ranch que vous ne saviez pas que je possédais, et le second en Louisiane rurale, sera financé par moi. Mon père a finalement parlé. Sa voix était creuse. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de ta famille? Des enfants de ton frère, mes petits-enfants. N'y a-t-il rien pour nous? Evelyne s'est penchée en avant. Elle a regardé directement dans la caméra. Directement son fils. Votre famille, David, a-t-elle dit, sa voix tranquille mais portant le poids d'un jugement final, votre famille, si elle le souhaite, peut demander une bourse comme tout le monde. Votre famille, si elle le souhaite, peut franchir la même porte de respect et de travail acharné que toute autre fille dans ce pays. Il n'y a plus d'entrée privée. Il n'y a plus de place réservée. Vous êtes tous enfin égaux. Le visage de ma mère était mouillé de larmes. Elle m'a regardé, ses yeux désespérés, plaidant pour une dernière connexion personnelle. Maman, je suis désolée, a-t-elle murmuré, les mots si doux que je pouvais à peine les entendre. Maman, je suis désolée. Je suis désolée, Léa. J'ai soutenu son regard. Je ne me suis pas adouci. Je n'ai pas détourné le regard. Garde ces mots, maman, ai-je dit. Tu as 90 jours pour les transformer en action. J'attendrai ta proposition. Mon frère Marc, qui était revenu dans la pièce et se tenait silencieusement à l'arrière, son visage un masque d'incrédulité, s'est avancé. Il avait l'air sur le point de dire quelque chose, d'argumenter, de défendre, de supplier. Sa bouche s'est ouverte, et à ce moment précis,
Depuis l'autre côté du plastique Concorde, un son a roulé dans l'air si fort qu'il semblait faire vibrer le verre même de nos fenêtres. Des cloches, les cloches profondes, résonnantes et anciennes d'une église parisienne sonnant la messe de minuit, sonnant le jour de Noël. Comme si elles étaient signalées par les cloches, le quatuor à cordes, qui était resté silencieux, a tiré ses archets et a commencé à jouer. Ce n'était pas une pièce classique complexe. C'était Go Holy Night, lent, solennel et incroyablement beau. Les mots de mon frère sont morts dans sa gorge. L'argument était terminé. Le verdict était rendu. Une autorité supérieure parlait. Le maître d'hôtel, comme s'il faisait lui aussi partie de cette chorégraphie, s'est déplacé silencieusement vers les hautes portes-fenêtres de notre balcon. Il a tourné les poignées en laiton et les a ouvertes. Une bouffée d'air parisien froid et pur a rempli le salon, portant avec elle le parfum de l'hiver et le son lointain et éthéré d'une chorale chantant minuit, chrétien. La ville célébrait. Léa, a dit Evelyne, sa voix douce. Elle regardait les portes ouvertes. Je me suis levé. Je suis allé à sa chaise. Je l'ai doucement aidé à se lever. Le serveur s'est écarté en s'inclinant. J'ai pris son bras et je l'ai conduite lentement sur le balcon en pierre. La ville était étendue devant nous, une mer de lumière dorée. Et au loin, en direction de la tour Eiffel, les premiers feux d'artifice de Noël ont commencé à éclater, silencieux et brillants contre le ciel noir. Nous sommes restés là, ma grand-mère et moi, côte à côte, regardant les couleurs exploser derrière nous dans la pièce chaude et éclairée aux chandelles. Le téléphone sur la table était éteint. L'appel était terminé. L'écran affichait simplement une liste de noms, et à côté de chacun, la petite icône grise a quitté la réunion. Sur la grande télévision au-dessus de la cheminée, le tableau de bord avait disparu. Il avait été remplacé par la diapositive finale de la présentation juridique, une seule phrase, qui avait été la dernière clause de la nouvelle charte de la Fondation, brillant dans la pièce vide, personne ne sera défini par son exclusion d'une fête. Evelyne, regardant toujours les feux d'artifice, a levé le verre de champagne qu'elle avait emporté. Elle l'a tenu haut, non pas vers moi, mais vers la ville, vers le ciel. Elle l'a fait teinter doucement contre le mien. Tu as choisi une vie, Léa, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une fierté tranquille et profonde. Pas un rôle. J'ai souri, un vrai sourire, un sourire qui a atteint mes yeux pour la première fois depuis une décennie. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là avec elle et j'ai laissé le son des cloches remplir le silence. Le dernier nœud avait été coupé. L'écran à l'intérieur, invisible, brillait toujours vivement et définitivement, confirmé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais connaître vos pensées. Alors, veuillez commenter ci-dessous et me dire d'où dans le monde vous écoutez.